à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là ce soir. C'est sacrément émouvant de retrouver une salle avec un public qui ressemble à un public et pas 3-4 personnes éparses. On est rassemblés ce soir pour la deuxième rencontre du prix De Beau Lendemain. On va vous en dire un peu plus dans quelques instants. Et cette rencontre est animée par Léa et par Philippe, que voici. Et cette rencontre est avec Faiza Gen et Mana Negestani en présence de son éditeur et traducteur Serge Evenzik. Alors, qu'est-ce que c'est que le prix De Beau Lendemain ? Le prix De Beau Lendemain, d'abord, c'est à l'initiative des libraires de cette librairie et de Colombe Bonsen, ici présente, qui est en résidence à la librairie. Alors, une autrice en résidence, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, Colombe, tu es là, tu as eu une bourse pour pouvoir écrire ton 3e livre, qui est d'ailleurs terminé, ou presque. Et ce livre explore ton histoire familiale, tes racines en quelque sorte, ce qui nous a donné l'idée de proposer au lecteur un prix autour de la thématique des racines. Donc ce prix qui est plus finalement une occasion d'échanger, de se rencontrer. Pour ce prix, on a fait une sélection de 5 romans et de 5 BD. Je pense que tu veux peut-être prendre la parole et nous en dire un petit peu plus. Oui, alors d'abord le fait que c'est une vraie chance d'avoir des résidences, c'est une résidence de la région Île-de-France, donc dont le principe est de s'associer à un lieu et de construire avec ce lieu un programme, on va dire, d'action culturelle, pour utiliser les mots des politiques. Et donc voilà, on s'est rencontrés avec la librairie alors qu'elle était en train de commencer les travaux dans la librairie, et moi je venais d'aménager à Bagnolet. J'étais portée par l'histoire familiale qui est la mienne et l'envie d'en découdre en faisant récit. Et voilà, cette idée d'écriture autour des racines et qui correspondait à l'enracinement dans un lieu nous a conduit vers cette thématique. Et c'est génial d'être en résidence ici, je tiens à le dire. Voilà, c'est vrai que j'habite là. On a créé une relation de grande complicité avec la librairie, les libraires ici. Et c'est vrai que, je peux le dire, maintenant je me sens un peu chez moi aussi à la librairie, ce qui n'est pas désagréable. Donc, tout ça a commencé par des rencontres d'une part, mais aussi des lectures, puisqu'il a s'agit à la rentrée dernière de lire les romans et les bandes dessinées qui potentiellement pouvaient nous intéresser. Et donc avec les libraires et moi, on a fait une petite sélection soumise après à nos lecteurs. Je crois qu'on avait, les libraires et moi, vraiment l'envie de faire de cette résidence aussi un lieu d'échange avec les lecteurs et lectrices de Bagnolet, et donc de proposer ce prix des lecteurs, c'était une manière aussi de leur donner la parole. Et du coup, il y a eu ce truc super sympa de tirage au sort, où en fait, on a communiqué comme on a pu, parce que c'était des périodes de confinement, de librairie à moitié fermée, etc. Mais bon, on a expliqué ce qu'était notre prix au premier client de la librairie, voilà, on a raconté, et puis on a fait une petite urne, et les gens sont venus déposer leur bulletin de participation, et puis on a vraiment organisé un tirage au sort un soir ici avec les peu de gens. On aurait aimé que ce soit un peu plus festif, mais enfin on a fait ce qu'on a pu, et ce que je trouvais chouette, c'est qu'on avait vraiment donc c'est 12 personnes de la société civile, on va dire, et 3 institutions. L'Université populaire de Bagnolet, l'Unipop, la médiathèque de Bagnolet et une classe de seconde du lycée Eugène Hénaf, dont nous avons 2 représentants ce soir, Alexandrou et Dia. Merci beaucoup d'être venus. Et leur professeur, Virginie Quentin. Donc voilà, ces 15 jurés ont reçu les livres
en question, ça faisait partie, voilà, ça fait partie de la résidence. Donc voilà, ce sont devenus les lecteurs. On leur a transmis nos choix et est venu. Alors voilà, on aurait dû commencer les rencontres en janvier. On avait prévu 5 rencontres entre janvier et mai. Ouais, ça se ramasse tout au mois de juin. C'est un festival. C'est un festival du prix de Beau Lendemain. Et puis il y aura une délibération à la fin des 5 rencontres. Une petite chose à changer dans l'organisation, ce faisant, c'est que on s'était dit au départ que les libraires et moi animerions les rencontres. Et puis c'est vrai qu'il y a eu ce moment de repli, de ne se parler plus, on ne s'est pas vu, on n'a pas eu le temps de rencontrer vraiment le jury. On s'est vu mais une fois en demi-groupe. Enfin, et donc on s'est dit, on va leur proposer d'animer les rencontres. Et en fait, moi je trouve ça super parce que c'est leur prix. C'est pas le nôtre et du coup les voilà devenir animateurs d'un soir, vos lecteurs. Ils se sont inscrits aux soirées en choisissant les livres qui les avaient le plus marqués, plu. Donc voilà, on a tenté de les griffer pour leur dire que c'était vraiment une belle initiative et qu'on en était très, très contents et très fiers pour eux. Mais on a conscience que c'est un exercice intimidant. Et du coup, on est d'autant plus reconnaissante et fière que vous reliez ce défi. D'accord. Vous allez forcément relever. Oui. Donc voilà, est-ce que j'oublie quelque chose sur la résidence Rosalie? Je ne crois pas. Peut-être, mais peu importe finalement. Bon, et sinon ça sera des questions. Je cède la parole à Philippe, donc et Léa, je ne sais pas lequel Philippe qui commence. Bon, je pense que je vais parler assez fort. Le micro, c'est encore... Oui, il a l'air de servir à rien. Oui. Et donc, je vous remercie de m'avoir choisi et de nous avoir choisis pour faire partie de ce jury, mais je ne pensais pas qu'ensuite je devrais animer une réunion en public et puis parler à des auteurs, autrices. C'est un peu intimidant, mais je vais faire au mieux. Alors, je vais vous présenter Faiza Gen. Et c'est important de la présenter par rapport au roman dont on va parler après, qui est né le 7 juin 1985 à Bobigny et de parents algériens, donc d'origine algérienne. Elle est romancière, scénariste, et elle est venue à l'écriture, ça c'est vraiment très chouette, elle est venue à l'écriture par l'intermédiaire d'un prof qui l'a un petit peu poussée à aller dans un atelier d'écriture. Et puis, bon, je pense qu'il y avait quelque chose de toute façon au départ, mais bon, voilà. Elle a écrit donc un roman qui a connu une grande diffusion, qui a été très bien accueilli. Elle a écrit depuis 5 romans qui explorent l'identité des Français issus de l'immigration maghrébine. Voilà. Et donc, le roman dont on va parler ce soir, c'est La discrétion. Il nous raconte l'histoire de Yamina qui est née en Algérie et qui va subir 2 émigrations. Et 2 émigrations pas choisies. La première, au moment de la guerre d'Algérie, le papa de la famille s'engage dans la résistance dans la guerre d'Algérie et la famille fuit et se réfugie à la frontière marocaine. Et Yamina va être retirer de cette expérience, de cette première expérience de migration, l'idée que rester invisible était une question de survie. Donc voilà, première expérience. Et puis la deuxième émigration, c'est poursuivre son mari, parce qu'elle est mariée par tradition à un homme qu'elle ne connaît pas, qui a déjà émigré en France et qui revient pour prendre une épouse. Et donc elle arrive en banlieue parisienne, et puis on va découvrir à travers un récit qui navigue dans le temps et dans l'espace, entre la France et l'Algérie, et à différentes époques de sa vie et de la vie de sa famille. Et le roman il est construit par des scènes successives de moments de vie qui dépeignent la vie donc des 3 filles, du garçon et aussi un peu le père, mais il est moins présent.
Et par cette technique, on découvre les sentiments, l'état d'esprit de chacun des membres de la famille. Alors, l'idée centrale du roman, Yamina et Ibrahim, le mari, pensent qu'il doit se faire discret, ne pas se faire remarquer, ici, dans le pays d'accueil, en France. Et alors, cette attitude met en colère, en rage même, les filles de Yamina, qui, elles, sont nées en France, sont françaises, et ne comprennent pas l'attitude de leur mère. Et donc, c'est quelque chose de très central et de très important dans le roman. Bon, on pourrait en dire plus, mais je pense que c'est l'essentiel du roman, c'est cela. Et donc, moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il m'a amené à me poser des questions sur le vécu, le ressenti des émigrés, première génération, et de leurs enfants nés en France. Alors, je vais vous dire, il a attendu ce livre-là pour se poser des questions. Bah non, je suis pas naïf à ce point, mais vraiment, là, les questions sont posées, et d'ailleurs, j'aurais des questions à vous poser sur cette vision. Merci beaucoup, Philippe. Si ça peut vous rassurer, c'est mieux que 3/4 des interviews et des... François Binet. On l'a lu. De la rentrée. Voilà, non, mais voilà, merci beaucoup. Je peux changer de métier, alors. Ok, alors du coup, moi, je vais présenter Mana Neyastrini. En français, du coup. Désolée mais si je dis des bêtises comme ça, ça passera discrètement. Alors, du coup, Mana est un fils d'enseignant en littérature persane qui, lors de ses 6 ans, vivait en Iran, à la capitale, en 1979, quand la révolution éclate. Ça va, à peu près. J'ai vraiment pompé sur Internet. Hein, donc, normalement, j'ai lu des articles, tout ça. Donc Mana a fait des études d'architecture avant de bifurquer finalement dans les années 90 vers une carrière de dessinateur pour des magazines culturels, littéraires et politiques. En 2006, suite à un dessin, il sera accusé de troubles à l'ordre public et emprisonné durant 3 mois. Et en fait, il profitera d'une libération provisoire pour partir d'abord en Turquie avec sa femme, puis ils auront en Malaisie et finalement en France, du coup à Paris, hein, si j'ai bien compris. Et en 2010, Mana obtiendra le statut de réfugié en France. Un peu plus tard. 2012. Ok. Bah voilà, première erreur. Je vais faire discret. Allez, arrête. Et depuis, donc Mana a quand même reçu plusieurs distinctions en Iran et à l'international pour son engagement et son travail de dessinateur, notamment dans la presse politique. Donc le premier roman graphique est publié en 2012 et là celui de nous, du coup, qui nous rassemble ce soir, donc c'est 3 heures, qui est le 5e roman graphique publié par Ça et Là et Arte Édition. Et donc Ça et Là, Serge, je ne voudrais pas écorcher le nom de famille, mais du coup est aussi présent. Alors, du coup, 3 heures pour résumer un petit peu. C'est donc un roman graphique autobiographique, caricatural et ironique, mais qui traite, je trouve, de sujets tout à fait sérieux. Donc pour résumer, Mana part en voyage au Canada en septembre 2017 pour présenter un de ses romans précédents et se retrouve bloquée à l'aéroport en fait pendant 3 heures, malgré le visa et le passeport. Voilà, tout est en règle, mais la compagnie aérienne et son système informatique ne reconnaît pas le visa, on ne sait pas trop. En tout cas, le départ donc, tourne au cauchemar. Et Mana va attendre pendant 3 heures à côté du guichet, vraiment à côté, debout, à côté du guichet pendant 3 heures. Alors que même déjà le départ en lui-même semblait être une épreuve en soi, hein, l'angoisse de l'aéroport, de l'administration pour obtenir tous les visas, etc.
Donc pendant tout ce temps, en fait, les 3 heures, donc c'est vraiment réparti en la première heure, la deuxième heure, la troisième heure. Et pendant tout ce temps, donc Mana nous embarque dans ses réflexions, les souvenirs, avec beaucoup d'autodérision. Donc il y a vraiment des scènes vraiment très drôles. Mais c'est aussi une introspection, je trouve, qu'on nous propose pendant ce roman. Voilà, on est vraiment plongé dans un petit bout de vie, 3 heures, et avec tellement de détails, tellement de réalisme que moi j'étais hyper stressée, j'avais l'impression de vivre la scène à l'aéroport. C'était voilà, très très intense. Et voilà, globalement le résumé. Et voilà, moi c'est en tout cas 2 romans graphiques et romans écrits qui m'ont beaucoup touchée, donc c'est pour ça qu'on s'est aussi positionné pour animer ce soir spécifiquement la soirée. Voilà. Donc, Vas-y Philippe, vas-y, hein, on lance les questions. Alors l'idée c'est vraiment qu'on pose tous nos questions, donc c'est voilà. Parce que parmi le public, il y a beaucoup de gens qui ont lu Voilà. les 2 livres. alors, ma première question s'adresse aux 2 auteurs, mais peut-être un peu plus spécifiquement à Faiza. De quelle matière, de quoi est fait ce roman? Enfin, la part de fiction et de vécu, de réalité. Voilà, comment on fait un tel récit avec ces allers-retours entre le passé et le présent, l'Algérie, la France, en saisissant des moments de vie qui révèlent tant de choses sur ces personnages en peu de pages, peu de mots. Tout ça dans un style très fluide, très limpide. Ça paraît vachement facile à écrire. Et puis je suis sûr que non, pas du tout. Ça doit être le fruit d'un énorme travail. Et voilà, et donc si vous pouviez nous expliquer un peu. En fait, la jeunesse du roman, pour être honnête, c'était, comme toujours d'ailleurs, en fait, un peu quelque chose qui a jailli sans vraiment que je choisisse de raconter une histoire sur ce sujet. J'ai écrit un texte pour la radio il y a 3 ans. En fait, c'était une carte blanche qu'on m'avait demandé d'écrire. Donc, comme toujours, j'étais genre, qu'est-ce que je vais écrire? Et 2 jours avant, j'ai écrit un truc en 20 minutes en me disant, bon, allez, laisse venir. Et c'était un petit texte qui s'appelait La lourdeur des nuages, où je parlais d'une femme qui n'avait pas de prénom d'ailleurs. C'était juste une petite histoire courte sur le parcours d'une femme exilée. Et je racontais qu'à un moment, elle enterre son mari en Algérie et en fait, cet homme était mort de discrétion. Et en fait, quand j'ai dit mort de discrétion à la radio, vraiment, ça a été... je m'attendais pas en fait à ressentir autant de choses. J'ai eu l'impression, c'est comme si j'avais ouvert une petite boîte. Et donc, c'est resté dans mon esprit pendant quelques semaines, quelques mois. Et puis un jour, je suis allée voir ma maman. Et je lui ai posé une question, qui est une question assez simple, qui est la suivante. C'est quoi ton premier souvenir d'enfance ? Et elle m'a raconté une des scènes du roman où il y a un soldat français qui entre dans la maison, au village, et qui pointe le fusil sur le front de son petit frère. Donc, en fait, je lui dis, c'est pas un souvenir, c'est un trauma, maman. Et en fait, ça a commencé comme ça. Toute l'histoire du père qui est enterré dans ce petit texte que j'avais écrit, c'est aussi une histoire qui est enterrée, en fait, avec ces gens, avec cette génération de ce qu'on appelle les Chibani, dont mon père faisait partie, etc. Et donc pour moi c'était important de me dire à ce moment-là, peut-être que là c'est le moment en fait de dérouler une histoire, qui est une histoire familiale, mais dans laquelle il y a beaucoup de... c'est très romancé, mais toutes les anecdotes quasiment qui se passent en Algérie, elles sont vraies, donc c'est l'histoire de ma mère. Et tout ce qui est brodé autour de ces histoires, c'est de la fiction. Donc la famille, bien sûr, il y a la colère des filles, elle ne m'est pas étrangère, il y a plein de choses qui sont... la scène qui se passe à la préfecture, évidemment, je pense qu'il y a plein de gens, je ne suis pas la seule, où cette condescendance, ce mépris-là, il est dans l'épiderme, donc c'est vrai que quand j'en parle, c'est pas quelque chose qui m'est étranger non plus. Mais là, vraiment, l'idée de dérouler cette histoire-là, c'était pour laisser des traces avant que ça s'en aille, en fait, avant que ça disparaisse, parce que vraiment... voilà, et c'est en écrivant ce récit que je me suis rendu compte
que la question centrale du roman, c'est en fait qu'est-ce qu'ils ont fait de cette colère-là. En fait, elle est passée où cette colère-là? C'est pas possible qu'elle se soit éteinte, donc elle s'est transmise. C'était ça, voilà. La ligne un peu. C'est bête parce que vous avez déjà répondu à une question Ah, que je voulais mince. vous poser. Pardon. Mais ça fait rien, je la poserai quand On même. va la parce que- développer, ouais. Je demande à Mana de répondre sur Vous avez traduit un peu la Oui, oui. question, Amana? Une partie. sur la genèse et le Yeah, how did you think about matériau doing this book? dont il s'est servi. And how did you use your knowledge? Thinking about this book, these 3 hours, actually, as you told, as you described, summarized the story, it happened 2017 when I went to airport Orly. Donc comme ça a été décrit dans le résumé de la présentation quand elle a été faite, c'est une histoire qui est arrivée en 2017 quand il est allé à l'aéroport d'Orly. And you know, it wasn't that big deal. You know, it was. It just took 3 hours in my life, but I found it amazing, kind of, sort of, because it was about me standing somewhere still and in a situation that I couldn't control, you know. Donc c'est ce qui lui avait semblé intéressant dans cette histoire qui lui arrivait, même si ça peut paraître anodin parce que ça durait que 3 heures, c'est qu'il y avait un côté un peu extraordinaire dans le fait qu'il était resté 3 heures immobile sans avoir aucun contrôle sur ce qui se passait à ce moment-là. And, you know, it's a sort of repetitive thing in my life to be stuck in such situation without any control of my fate. And Il dit que c'est un motif récurrent dans sa vie, et notamment dans sa vie récente, d'être bloqué dans une situation et de n'avoir aucune prise sur ce qui lui arrive à ce moment-là. and you know, not knowing how to deal with the authority, how to gain your right, your, you know, Le fait de pas savoir comment se défendre par rapport aux autorités, le fait de pas savoir comment défendre ses droits. So I decided to make a graphic novel out of that situation, and it wasn't a revenge from the flight company. You know, I remember that Serge was very concerned about that, and I promised him that it wouldn't be a revenge. It's about me, about it's more subjective for me. It's about me, myself, my personality, my weaknesses, my situation as a human being, as a refugee in France. And Donc il a décidé d'en faire un roman graphique, non pas par esprit de revanche, l'idée c'était pas de se venger de la compagnie aérienne qui lui avait causé tous ces problèmes, ce qui était mon inquiétude à moi, enfin c'était pas forcément un matériau hyper intéressant comme pour faire un livre. En revanche, ce qui intéressait Mana, et pour le coup ce qui fait l'intérêt du livre, c'est qu'il voulait parler de lui, de ses faiblesses, de sa position en tant que réfugié, de tout ce qui le bloque dans sa vie, ou enfin de ce qui peut le bloquer dans sa vie du fait de sa situation qui est si particulière. You know, when you stand still somewhere, this is your mind that start to fly, and you use that situation to, you know, think about some questions, think about my past. All background that pushed me to the point that I'm standing on. Donc pendant ces 3 heures où il est resté immobile, son imagination a vagabondé, comme ça arrive à tout le monde. Donc il a commencé à penser à sa situation, mais aussi à son passé, à son histoire familiale, et à toutes ces choses qui ont fait qu'il s'est retrouvé dans cette situation particulière à Orly. Yeah, so this is a book based on a true story, based on a true event. True situation happened
in addition with some part that they are totally subjective, totally come from mind, fiction, and Donc ça s'inspire évidemment tout ce qui est décrit dans le livre est arrivé, mais il y a une part, et c'est sur ça qu'il insiste, qui est très subjective dans la façon qu'il a de raconter son histoire et de tout ce qui lui est passé en tête et arrivé en tête, tout ce à quoi il a pensé pendant ces 3 heures. For example, there is a part in the book that I see an old woman go to the employee and ask him or insist to take a big chair to the airplane. It was really happened. And Par exemple, il y a un moment où, pendant l'histoire, il voit une femme âgée arriver au guichet d'embarquement avec une énorme chaise et a demandé à avoir la possibilité d'enregistrer comme bagage cette énorme chaise. And after that chair start to fly. Of course, it doesn't happen. Dans le livre, la chaise s'envole, ce qui n'est pas arrivé dans la réalité. Fiction part, surreal part. Est-ce que du point de vue du son, ça va pour tout le monde, y compris pour ceux qui sont au fond? Faut pas hésiter à nous faire des signes. Il faut qu'on fasse des efforts pour parler plus fort. D'accord. Peut-être. Ok. Marianne, tu nous fais des signes si jamais c'est... Merci. Et du coup, sur les parties un peu imaginaires, est-ce que... Moi, il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire, mais vraiment rire, c'est quand... il est en train d'imaginer que c'est sa place à lui là, ça n'appartient qu'à lui et qu'il reste et il a la barbe qui pousse et je sais pas, d'un seul coup on part dans un truc un peu délirant mais j'imagine bien que c'est des choses qu'on peut vraiment imaginer dans sa tête. Et est-ce que c'est vraiment des parce qu'il y en a plusieurs des moments comme ça, genre la comédie musicale, Most of the parts I added later. I think about it later, but la plupart de ces choses-là, il les a rajoutées après coup. I cannot define the boundary, frontier. When the ideas come to my mind, probably the what is called the inception of the ideas came in that moment, in that 3 hours. Probably later, I don't know. Donc il est possible ou probable qu'une partie de ces idées ait germé au moment où les événements ont eu lieu, mais aussi probable qu'il en ait rajouté des choses après coup, parce que la frontière est ténue entre ce qu'il a imaginé à ce moment-là et ce qu'il imaginait par la suite. Because the ideas, to me, the idea is like a wave, like a movement. Pour lui, les idées sont comme une vague, un mouvement. It started with something and then be completed and developed. Elle commence d'une certaine façon et puis évolue au fil du temps. Develop, yes. The start of the ideas, the musical part, the island part and everything, of course, started with the early airport event, but in which exact moment, I don't know. It's a wave, it's a movement. Oui, en fait, il peut pas dire à quel moment il a pensé à ces idées de ces mises en scène surréalistes qui arrivent dans l'histoire entre 2 passages documentaires ou réalistes. And at the same time, the other things happening. For example, the Gilets jaunes event and everything, and it affects your work. It influences you, and you can see the effects in the book as well, such as the musical parts. Il dit qu'il y avait aussi des événements qui se passaient dans le monde extérieur, et il cite les Gilets jaunes, et il dit que ça l'affectait aussi au moment où il créait son histoire, et qu'on peut retrouver des choses ça et là dans certaines scènes, et notamment dans ce passage en comédie musicale, qui est un passage en couleur au milieu du livre, qui par ailleurs est en noir et blanc. Je le précise aussi, cette différence-là.
Est-ce que je peux me permettre d'intervenir parce que je trouve que ça serait intéressant, Faiza, que tu répondes aussi à cette question de ce qui, parce que tu disais qu'il y avait une part autobiographique. Sur cette part-là, est-ce que tu as été recueillir, enfin quelle était ta mémoire, ou est-ce que tu as eu besoin d'aller recueillir la parole des tiens pour la reconstituer? Et dans la foulée, quelle a été l'autorisation que tu t'es donnée d'abord d'en faire récit et surtout de broder, comme tu as joliment dit tout à l'heure, la fiction autour. D'abord, c'est vrai que il faut recueillir une parole parce qu'il y a des... En fait, une fois que tu as lu des récits, que tu as vu des documentaires sur la période, que tu as lu des sociologues, que tu as... on va dire la partie historique et documentation, elle est faite. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas inventer, c'est l'aspect, ce prisme intime qui est celui de ma mère, ce regard-là. Et donc j'ai posé des questions, mais je savais depuis le départ, en fait, j'avais conscience que cette parole, elle était rare, très rare, qu'il y avait aussi une croyance chez ma mère que cette histoire, elle n'allait intéresser personne. Donc j'ai été quand même très délicate avec elle parce que je ne me serais pas permise de raconter des choses personnelles sans qu'elle prenne part en fait à ce processus-là. Donc oui, elle m'a raconté certaines choses, mais par exemple, il y a une scène où elle est... c'est pendant l'exil au Maroc, où elle va se faire arracher une dent et qu'elle est toute petite. La seule chose que je sais, c'est qu'elle s'est fait arracher une dent sur un marché sans anesthésie. C'est tout. Donc tout ce qui se passe autour. Et ce qui était drôle, parce que cette partie-là, ma mère, elle a lu le roman après, quand il a été terminé. Et elle m'a dit, c'est comme si j'y étais, j'étais dans mon souvenir. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure chose. Parce que je me suis dit, voilà, j'ai donné vie, on va dire, à un souvenir brut. Et je sais à quel point aussi il y a une forme de pudeur autour et tout ça. Donc, et l'autre partie qui est intéressante... J'aime bien quand il dit que c'est une vague, parce que moi tout à l'heure j'ai dit ça jaillit, je vois vraiment comme de l'eau qui comme une espèce de geyser. Et en fait, il y a aussi la question de comment dire, inventer ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne pourra pas savoir. Parce qu'il y a des choses soit qui sont imprécises dans le souvenir, soit... je ne peux pas compter que sur... voilà. Et des choses qu'on ne peut pas savoir parce que soit les gens sont morts, soit... voilà, on a trop peu d'éléments, et je me dis que c'est ça la magie de la fiction, c'est qu'en fait, moi, toutes les parties du puzzle de ma famille auxquelles je n'ai pas accès, la fiction, ça me permet en fait de réparer cette injustice quelque part. Donc, ouais, d'inventer en fait. Et finalement, des fois, on retombe sur nos pattes parce qu'on se rend compte que, et peut-être, après moi je crois beaucoup à la mémoire génétique, je me dis, et peut-être que je le sais en fait, cette partie que j'invente, peut-être qu'en fait, c'est pas si loin de ce qui s'est passé finalement. Moi, je suis en train de dire, j'ai envie de vous demander, alors il y a cette scène-là où finalement, est-ce que vous avez un... Ah oui. Parce que, non, je disais plus largement, il y a cette scène où finalement ce que vous avez imaginé autour de souvenirs, votre maman se retrouve dedans et je comprends à quel point ça peut être chouette. Mais du coup, plus largement, comment... Enfin, moi je me demandais quand on écrit, et c'est peut-être plus large, mais quand on écrit sur sa famille, sur son histoire, comment après comment c'est reçu, enfin c'est pas toujours évident parce que c'est sa propre lecture, j'imagine qu'ils le savent bien, mais du coup comment c'est reçu un petit peu cette écriture sur sa famille, sur votre regard sur cette histoire, etc. quoi. C'est vrai que c'est délicat parce que, en plus, ce que je disais à l'instant de la pudeur qu'on a aussi dans nos familles, dans nos cultures, c'est pas du tout dans nos cultures de déterrer des choses ou de mettre à nu des choses qu'on cache ou qu'on n'a pas envie qu'on a honte de raconter. Enfin, il y a vraiment toutes ces questions. Et puis, il y a beaucoup de traumas aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont dures. Donc, il n'y a pas que ça. Mais je pense qu'il y a suffisamment de fiction, justement, dans le texte pour qu'il n'y ait jamais de confusion. Et puis, après, depuis le départ, les choses étaient posées comme ça. C'est-à-dire, j'ai dit à ma mère, voilà, c'est ni ton nom, ni le nom de tes frères et sœurs, enfin tout est romancé, il y a plein de choses qui sont complètement inventées, donc en fait elle a lu un roman finalement. Et il y a des scènes qu'elle a retrouvées, dans lesquelles, qui étaient incarnées, mais la fiction en fait c'est quand même la majorité du texte, donc il y avait, rien n'a été perçu comme une indélicatesse pour elle, ni pour personne d'ailleurs. Mais alors, quand même, du coup, ma question, je pense, a son intérêt par rapport à ce que vous venez de dire. Yamina, elle est révoltée en Algérie.
contre certains éléments de la tradition, le tatouage, elle va jusqu'à fuir le domicile au risque de se faire battre par son père. Quand elle va à l'école, qui est émancipatrice, et hop, on l'enlève de l'école pour aller travailler dans les champs. Elle est frustrée, elle est malheureuse de ça. Il y a encore autre chose j'ai oublié. Mais... Ah oui, si, elle est admiratrice de Rachida Bouhired, qui est Jamila, pardon, ouais. Qui est une héroïne de la résistance algérienne et féministe en plus, etc. Et elle arrive en France, elle est discrète, elle est plus révoltée. Elle est... Vous pouvez nous expliquer en fait, ça? c'est aussi Alors, le chemin. C'est romancé ou ça c'est la maman en question? Non, il y a beaucoup de choses qui sont romancées dans ces événements. Il y en a qui sont vraies. Mais c'est aussi le chemin dans le roman, c'est d'essayer de comprendre ça, en fait, d'aller chercher où a été enterrée justement cette colère. Et en fait, moi, ça m'intéresse de savoir, en fait, par exemple, la révolte de la fille, quelque part, elle a aussi hérité de sa maman. Et c'est aussi l'idée du roman, c'est de regarder ces femmes d'une autre manière. C'est-à-dire de se dire, elle a été capable de se sauver, de courir 10 km pour pas qu'on la tatoue. Quand elle avait 14 ans, elle a été capable de... Enfin voilà, elle a été capable de, je sais pas, tomber amoureuse d'un acteur égyptien dans un film quand elle avait 15 ans. Elle a été capable de dire non, une fois, mais elle a été capable de dire non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans cette existence, dans ce trajet d'exil, dans cette vie de femme, en fait, tout simplement, pour qu'elle étouffe cette révolte, qu'elle étouffe voilà, qu'elle n'arrive plus, en fait, à affirmer ça. Et pour moi... c'est l'histoire, et là il y a de la politique dans l'intime. C'est intéressant de comprendre comment un parcours migratoire qui se passe de cette façon-là, finalement, il peut étouffer les gens. Parce qu'en fait, on a beaucoup aussi cette idée, cette image des Chibani, de cette génération dont moi je parle souvent, de gens qui s'écrasent et qui ont la tête baissée. Et c'est pas une image valorisante ni pour eux ni pour leurs enfants finalement. Mais qu'est-ce qui les a rendus comme ça? En fait, c'est pas un tempérament que ce peuple a de nature. C'est l'histoire et c'est leur parcours qui les rend silencieux parce qu'ils ont peur. Je vais faire un pont avec la bande dessinée de Mana que j'ai lue aussi. C'est qu'en fait, si je peux me permettre, mais c'est vrai que j'ai retrouvé des choses sur cet aspect-là, où en fait le gars est là et qu'est-ce qui est convoqué chez lui? Et c'est ça qui est super dans le roman graphique, c'est que on convoque chez lui des choses de son passé, d'une forme d'oppression que lui il a subie, en fait qui réémerge à un moment où on s'y attend pas finalement. On se dit c'est un truc administratif qui est banal, qui est anodin, ça a l'air anecdotique, mais ça vient réveiller des choses qui sont anciennes, de quelqu'un qui a été opprimé en fait, dont la liberté a été mise en péril, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que une scène d'aujourd'hui, en fait si on la décrypte, c'est pour ça que la scène de la préfecture, toutes ces séquences-là, en fait, elle convoque des choses qui sont bien plus anciennes que ce qu'on pense. Et je pense que c'est dans l'histoire de tout le monde, d'ailleurs, c'est pas spécifique à l'histoire de l'immigration algérienne, mais qu'il y a des choses qui nous renvoient et qu'il faut s'en décharger, il faut les comprendre. Donc ça me permettait de faire ça aussi, ce roman. Voilà. Et d'ailleurs, sur l'histoire du pont entre vos deux romans, en effet, il y a quand même ce positionnement des premières générations qui, alors pour reprendre, qui sont discrets. Et alors, moi du coup, je suis éducatrice spécialisée, j'accompagne des familles à la préfecture. Dans vos deux romans, j'y étais, quoi. En effet, la peur, le côté on baisse les yeux et on espère que ça passe, parce que franchement, se refaire tout le cirque, c'est l'horreur. Et la révolte des filles de seconde génération qui en fait acceptent pas ça. Moi j'ai trouvé que c'était hyper réaliste, mais en plus je pense que les gens réalisent pas toujours en fait ce parcours et moi en les lisant je me suis dit peut-être que je vais pouvoir les faire lire autour de moi, et que, alors je sais pas si c'était votre attention, mais je sais pas, il peut y avoir un rôle un peu éducatif aussi, en tout cas communiquer. Alors le roman graphique ou le roman écrit, en tout cas selon les gens, mais je sais pas, je me dis que ça peut être aussi un outil pour transmettre, pour témoigner, et je retrouvais ça dans vos deux romans en fait. Voilà. Pour faire un peu aussi.
s'il y a cet aspect-là, c'est encore... c'est une autre dimension, parce que c'est pas le but premier du roman, mais franchement, j'avoue que j'ai reçu des témoignages, des retours de lecteurs et tout, qui sont pas forcément familiers, ni de ce que je raconte, ni de cette culture-là, et ça me fait toujours plaisir quand même, je dois avouer, parce que moi j'ai envie qu'on se parle, en fait, j'ai envie que les gens... Enfin, je trouve que quand il y a une bonne volonté, que les gens ils ont envie de comprendre... Je trouve que c'est intéressant de se dire que ça peut leur faire voir autrement les choses. Et c'est pour ça que, et pour finir avec cette scène de la préfecture, en fait, parce que c'est une des plus parlantes, j'ai voulu aller dans la tête de la guichetière. C'est génial ça. Et en fait, je me dis, si je choisis de faire ce glissement, c'est aussi une manière d'inviter tous les gens à faire ce trajet dans l'autre sens. C'est-à-dire que si un jour il y a une guichetière qui se met à la place de la femme qui vient avec son foulard et qui a peur et qui tremble et qui a peur de pas avoir tous ses papiers, si juste une fois ça se passe, les choses elles peuvent être... Cette scène elle serait complètement différente. Oui, Mana, peut-être sur ça aussi, d'une part la réception, et la réception des proches, enfin de ceux qui connaissent cette histoire, et puis plus largement sur des parcours similaires ou des gens très différents qui viendraient à comprendre cette expérience singulière d'esprit qui... People who knows me, they can't read in French, and it's a good luck for me. So they never read it. La plupart de ses proches en fait ne peuvent pas lire en français, donc du coup, And my books are forbidden in Iran. So, et ces livres sont interdits en Iran. Ils sont pas publiés en Iran, évidemment. yeah, so yeah, it's Your wife. yeah, she's okay. Je demande parce que sa femme qui vit avec lui, donc il parle parfaitement français pour le coup, a pu lire le livre en français. You know, yeah, it's hard. It's difficult to reveal yourself as Iranian when you're living in your society. It's not, people always judge you. In Iran. In Iran, Oui, yes. en Iran, les gens jugent toujours les autres. Yeah, so sont toujours jugés. self-revealing is dangerous. Donc le fait de Could be s'exposer, de parler de soi, peut être dangereux. But I accept that, you know, part of the job, and I like the self-revealing art, the kind of art that the author, the writer, the painter, you know, criticize himself, herself, or talk about him, herself. Mais en fait, c'est ça qui lui l'intéresse en tant qu'artiste, c'est de s'exposer, de s'autocritiquer, de parler de lui, et donc il le fait volontiers. And of course, as an author, I decide to choose some parts, probably some least dangerous. Oui, en tant qu'auteur, il choisit de ce dont il va parler, évidemment, et donc probablement les choses les moins dangereuses. What do you mean by dangerous? You know, the too personal thing. Donc les choses pas trop personnelles non plus. For example, or yeah, kind of. Donc il y a une suite de mots qui font qu'on comprend qu'il ne veut pas finir sa phrase. But you know, as Iranian, I get used to be a secondary citizen when I was in Iran. You were? Yeah, secondary citizen. Donc il dit qu'en Iran, il était considéré comme un civil de second rang. Because I come from a dictatorship, from a country who suffers from tyranny, theocracy, and I never been religious. Donc il vient d'Iran, qui est un pays qui vit sous le joug d'une dictature et qui est une théocratie, et lui n'étant pas religieux, il n'était pas considéré comme un citoyen à part entière. Yeah, so discretion was there, even in my country, when I was in country, you know. Donc même quand il était en Iran, donc même avant tout son trajet de migration et de devenir un réfugié en France, il était déjà dans la discrétion, même dans son pays d'origine. This is a difference. Ça, c'est une différence aussi avec le livre, avec le livre de Faiza Gouet. Yes, and I can see my wife. It was even worse for her because she's a woman in Iran. Et pour sa femme, c'était encore pire, parce qu'en tant que femme en Iran. So when she arrived here, I can say that right now she's
more confident. Et donc, depuis qu'elle est arrivée en France, elle, pour le coup, elle a gagné en confiance. She could find herself here Elle a réussi à trouver sa place better than Iran. mieux qu'en Iran. This is the thing happened. Yeah. But I can understand it. You know, I can understand this discretion as a because I see myself as a guest here in Donc, France. il comprend cette discrétion, il se considère comme un invité en France. So I really hard what is called really hard try to be a nice guest for my host. Donc, You know, il fait tout son possible pour être un invité convenable pour son hôte. you know, not be annoying, not be complaining. Donc de ne not, pas se plaindre, de ne pas être en yes, embêtant, this is the reason of discretion party. de So ne pas faire de bruit. So I choose not seeing some problems. I choose not nagging about some difficulties. Donc il choisit de ne pas voir certains problèmes et de ne pas se focaliser sur certaines difficultés. Okay, j'ai l'impression qu'il décrit vos parents, enfin les parents dans l'histoire. It's exactly what the parents Exactly. are saying I in feel the book. yeah. It's familiar, but I know I do not have any children. If I had, it would be different for them, of course, because they Donc feel ils n'ont pas d'enfants, il sait que s'il avait des enfants, leur comportement ne serait pas le même. because they you know, they own the country. They feel that they own the Parce country. pour eux, leur pays leur appartient. And there is no reason to bear to take the discriminations for Mais ils them, n'ont aucune raison d'accepter d'être discriminés. obviously. So you should make kids. Unfortunately, yeah, I do not like. Yeah. Okay. Du coup, j'ai lu votre roman et j'ai lu aussi la BD. Et je me suis complètement retrouvé dans les deux. Et la majorité des scènes, soit c'est des scènes que j'ai vécues personnellement ou j'ai des amis qui ont vécu. Étant un immigrant africain, et j'ai eu aussi l'opportunité de vivre aux États-Unis. Et donc j'ai connu des situations comme 3 heures, mais vraiment où tu es bloqué en deux. Je me suis retrouvé bloqué à la frontière entre le Canada et les États-Unis. En tant qu'étudiant, un truc n'était pas correct avec le visa d'étudiant. Du coup, les États-Unis ne veulent pas t'accepter, le Canada ne veut pas te garder, donc tu te retrouves. Donc je vois vraiment cette scène où tu sors de toi-même, tu imagines plein de choses. Et je vois aussi les scènes de la préfecture. Je suis heureux de plus avoir l'opportunité d'aller là-bas pendant un bon bout de temps. Donc j'ai ma résidence et tout ça. Du coup, le jour où tu as ta résidence, tu te dis ouf, je vais plus retourner me faire humilier tous les 2 ans ou tous les 3 ans, parce que c'était vraiment de ce qu'il était. En plus, vu qu'on est dans le 93, donc c'est exactement à la préfecture de Bobigny, les adresses, les images, j'ai toutes ces images-là. Et du coup, moi, c'est donc les deux livres m'ont vraiment touché personnellement. Et ma question, alors j'ai plusieurs questions. D'abord pour la discrétion. On parle de la révolte, on sent la révolte des filles, on sent un peu. J'ai des amis aussi qui sont deuxième génération algérienne et tout, intégrés complètement en France. Et il y en a d'autres qui sont super bien dans leur vie ici. Il y en a d'autres qui ont quand même ce côté-là. Est-ce que la discrétion ne serait pas une solution à cette révolte de la jeune fille qui est révoltée, qui vit ici? Mais en fait, comme c'est aussi une des choses qui la révolte, cette discrétion, ce que monsieur disait à l'instant, en fait, ça fait partie des raisons de la colère. Cette discrétion, cet effacement, ce désir d'être toujours un bon invité. En fait, ça fait partie des choses qu'il faut... et je crois que d'ailleurs, j'ai le sentiment que cette génération, qui en fait, moi je suis née dans les années 80, donc je suis la première génération parce que mes parents ils sont nés en Algérie, mais c'est parce qu'ils m'ont eu tard. Donc il y a un grand écart d'âge entre nous. Mais sinon, j'ai l'âge de gens qui sont déjà de la deuxième génération. Et j'ai remarqué que cette discussion, elle existe moins avec les gens de la première génération qui sont nés dans les années 60, tu vois.
ou dans les années 70, qui ont eu quand même un espoir, un élan. Il y avait un truc, c'était la mode, l'intégration, il y avait Touche pas à mon pote, tu vois, dans les années 80, c'était un autre. Et comme notre génération à nous, on est je crois, on est dans un recul. De toute façon, en fait, il faut qu'on règle ce qui s'est passé avant. On peut pas venir et mettre un coup de chiffon sur la table en disant ça y est, maintenant on est en France, on a une nouvelle vie, on efface tout. Ça fait partie des douleurs de cette génération. Ce qui a été justement l'assimilation de la première génération. C'est qu'en fait, on a vu en gros, entre guillemets, je caricature exprès, mais on a vu nos grands frères et nos grandes sœurs faire tous ces efforts, changer de nom des fois, presque se couper un bras pour en fait appartenir et finalement ne pas y arriver parce que toujours renvoyé aux origines, parce que toujours discriminé, parce que donc en fait on se dit bah non, on n'a pas fait tout ça, nos parents n'ont pas fait tout ça pour finalement se retrouver et faire ce constat là. Donc voilà, donc je pense que la discrétion en fait pour moi c'est un moyen de survie que les parents ils n'ont pas forcément conscientisé, qu'ils ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix. Raser les murs, avoir peur tout le temps, payer le loyer le premier jour du loyer parce que sinon t'as l'impression qu'on est... Pour ça j'en parle souvent, mais il y a aussi la question du mythe du retour parce qu'ils avaient l'idée de rentrer chez eux, donc on peut pas vivre pareil dans un pays où on est né là, où on sait qu'on va faire sa vie là, qu'on va faire des enfants, qu'on va les éduquer. On vit pas de la même manière en fait si on se dit un jour on va rentrer chez nous et que depuis le début il n'y a pas vraiment de projet de vie. Ça je pense que c'est une question qui est fondamentale aussi si on veut comprendre un peu d'où elle vient cette colère. Et on a été éduqués comme ça, en tout cas moi je parle pour moi. Moi j'ai été éduquée avec ce truc dont un jour on va partir en fait. Il y avait toujours une étape de plus. Là il y a l'école et peut-être que... Et quand papa il sera à la retraite on partira. Et en fait j'avais petite fille, moi j'étais persuadée qu'on allait rentrer en Algérie. Donc c'est vrai que c'est dur de dire c'est chez moi, je suis française et de s'affirmer et tout quand on grandit comme ça. Et quand on commence à le faire et qu'on nous dit ben non t'es pas français en fait t'es un arabe. Enfin bon ça c'est un classique hein, de ce que je suis en train de dire. J'invente pas j'ai pas inventé l'eau tiède. C'est vraiment. Par contre ce que je trouve capital c'est de comprendre que cette discrétion là elle est plus tenable pour les enfants. Vraiment qu'elle est plus tenable. Que c'est un... Et raconter l'histoire des parents, raconter l'histoire de ses parcours et régler des choses en fait. C'est-à-dire que moi je parle souvent comme un volcan on a peur que le volcan se réveille. Donc il ne faut pas parler de la guerre d'Algérie, il ne faut pas parler de tous ces traumas coloniaux, il ne faut jamais en parler parce qu'on a peur, parce que tout le monde se tient un peu sage, mais si on commence à en parler, toutes ces bombes à retardement elles vont exploser. Et sans faire de mauvais lien avec le terrorisme aujourd'hui, mais en fait il y a un mélange un peu de toutes ces questions, alors que je crois au contraire que plus justement on va poser ces choses et en parler ensemble, plus en fait ce sera une génération apaisée, que la génération de nos enfants elle le sera davantage, et je l'espère quoi. Complètement. Je me permets de lui poser en anglais, si ça vous dérange pas. Ouais. So, ouais, peut-être Serge traduira du coup. So when I was leaving my hometown, hoping for a better life, one of my main goals was the price of liberty. What I mean by the price of liberty. Quand il a quitté Ouais. sa ville natale, un de ses premiers objectifs c'était la liberté. So what I mean by liberty is just simple. I can dream about going to Canada tomorrow and just wake up, buy the ticket, and go to Canada. Ce qui veut dire par liberté, c'est que s'il a envie de partir au Canada demain, il peut se lever et acheter un billet pour aller au Canada. As an African, and millions of people around the world, that's impossible. But when you're American, when you're French, like the guy in the book looked like Donald Trump, you know. So, what is? Il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est impossible. C'est facile pour les Américains ou pour les Français qui ont tous les papiers en règle, mais pour tous les migrants, c'est des questions qui sont plus compliquées. En fait. So, what is the price of liberty? What liberty mean to you? Qu'est-ce que veut dire la liberté pour vous? 5 hours. 5 hours. 5 hours to explain. It's difficult. Yes, it's so difficult. Time by time it changes, and there is I think it's a certain fixed concept. Probably, you feel free, and you never achieve it. Gradually, you find out that you never achieve that feeling really.
Donc en fait, il dit que c'est un concept qui évolue beaucoup, qu'on peut avoir l'impression de se sentir en liberté, mais qu'en fait, on aussi avoir l'impression de ne jamais être libre. Yeah. When I was in Iran, of course, something happened to me that ended up with leaving country. I explain everything in the book, Metamorphose Iranian, how difficult it was to, getting a visa from Western country as Iranian. Donc en fait, quand il était en Iran, il lui est arrivé de ce qui a été décrit tout à l'heure dans la présentation, qui fait qu'il a été obligé de s'enfuir de son pays et qu'il a eu toutes les difficultés du monde pour avoir des visas qui lui permettaient d'aller dans les pays occidentaux. As an Iranian cartoonist who was living in Iran, how difficult it was to being safe, to be away, to be out of the prison. Quand il était dessinateur de presse en Iran, c'était extraordinairement difficile pour lui d'être en sécurité et de ne pas être en prison. So when I was in Iran, the liberty, the freedom was to keep myself safe, out of prison, to be cautious about the taboos, to criticize, to say what I intend to say without getting in trouble. Donc en fait, l'enjeu pour lui, et le concept de liberté quand il était en Iran, c'était surtout d'éviter d'aller en prison, de dire ce qu'il voulait dire, mais en faisant attention à la façon dont il le disait pour rester en sécurité. I wasn't successful. Il n'a pas réussi. And during the event of 2006, when I was in trouble, getting rid of the trouble, escaping from the dangers, escaping from Iran, was the goal, was the frame of liberty in that time for me. Donc en 2006, quand il était au milieu de tous ces problèmes, la liberté pour lui, c'était d'arriver à échapper à tous ces problèmes justement et à s'échapper de son pays. But and right now I'm living in Paris, in the heart of the democracy, I think, and liberty and everything. Donc maintenant, il vit à Paris, au cœur de la démocratie, de la liberté. But still, I do not feel that I really am free. Mais ils se sentent toujours pas libres. Partly because of me myself, I cannot run from myself. Partly because of the. Partly because what? I cannot escape from myself. Ah oui, en partie à cause de lui, parce qu'il peut pas échapper à lui-même. We are taking sometimes we are taking our prisons, we are taking our frames. It's hard to get rid of the frames that grew up in ourselves during the time. On embarque parfois avec soi sa propre prison et c'est des fois très compliqué de s'en échapper. And the profession of designing cartoons, political cartoons, is a dangerous job everywhere. Et le métier de dessinateur de presse, de dessin politique est un métier dangereux partout. And day by day, I think the world become more impatient. I can say about interpretations and everything. Il a l'impression que le monde devient de plus en plus impatient et on a des problèmes liés à l'interprétation de ces textes. Malinterpretation. Les mauvaises interprétations. And it's so and day by day they create new labels to attack you. Et chaque jour il y a des nouvelles façons de l'attaquer, d'attaquer c'est les dessinateurs en général ou lui en particulier. So it's hard, it's difficult. You never feel really free. Donc ils se sont and also jamais en liberté. Impatient people, they're living everywhere. The fanatics, they are living everywhere. They could attack you. So you always try to be cautious. Donc il dit qu'il y a des fanatiques partout et qu'on
il a l'impression qu'il peut se faire attaquer à tout moment, donc il faut toujours faire attention. To survive, of course, and it's difficult. So, and at the same time, you feel something. You feel it's kind of what is called engagement. I don't know, engagement to the truth. I don't know. Yeah. To you know, you do not you want to say something. You want to express your feeling. You want to fight with limitations, and at the same time you want to survive. So it's like walking on the edge, walking on blade. C'est comme marcher sur le fil de rasoir, parce qu'il y a d'un côté la pulsion de dire la vérité, de dire ce qu'il sent, de dire ce qu'il a envie de dire, et de l'autre côté le besoin de se protéger et de rester en sécurité. Yeah, you don't want to give up. Et il ne veut pas abandonner non plus. I'm not sure if I answer your question. It's difficult, yeah. Donc enfin, juste pour donner un peu le contexte, c'est vraiment parce qu'il fait beaucoup de dessins politiques de presse, 2 ou 3 différents par semaine, et il est très suivi dans la diaspora iranienne, mais aussi par les Iraniens d'Iran qui utilisent des subterfuges pour pouvoir accéder à ces dessins. Donc il y a une forme de pression quand même qui s'exerce sur lui, directement ou indirectement. À chaque fois qu'il fait un dessin, par exemple, il fait beaucoup de dessins en ce moment sur les élections présidentielles qui vont avoir lieu en Iran dans 2 semaines, et on sait très bien que c'est des élections noyautées, donc c'est vrai que c'est une situation un peu particulière. Trying to explain it. Very great, thank you. Vous entendez pas très bien dans le fond, c'est ça? Ah, peut-être, je suis désolée, la prochaine fois les micros seront réparés, mais si tout le monde peut faire un effort pour ça, la voix porte davantage. Je résume. En gros, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il fait beaucoup de dessins politiques. Actuellement, il parle beaucoup des élections en Iran. Donc, il est un peu plus menacé que d'habitude. Donc, il doit faire attention aussi à sa sécurité aussi, quoi, par rapport à tout ça. En gros, c'est ça. J'ai bien résumé? Oui. Claire? J'avais une question, remarque. Ah oui, pardon. Bon, merci déjà pour vos ouvrages. Moi, j'ai comme beaucoup apprécié parce que j'ai la chance de faire partie du jury. Déjà on mesure, et c'est un peu sur plusieurs, la chance d'avoir un passeport européen. Mais moi j'avais une remarque par rapport à votre ouvrage La discrétion qui m'a beaucoup touchée. Je suis pas d'origine, moi je suis d'origine espagnole par ma grand-mère et mes grands-parents et ma mère. Pardon, je suis un peu émue, mais. Pardon. Ça serait l'héritage d'un mois et demi de confinement. Non, je voulais dire la portée, à mon avis, beaucoup plus large en fait, de votre ouvrage. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'immigration, on pense souvent à cette immigration du Nord-Afrique, de l'Afrique entière. Mais c'est vrai qu'il y a aussi moi j'ai reconnu ma grand-mère dans la scène du médecin, où cette espèce de supériorité et ce besoin de faire preuve de discrétion pour se justifier d'être là. Et moi il y a une scène qui m'a beaucoup amusée, alors je ne reviendrai pas sur tout le livre parce que ça m'a beaucoup touchée, mais c'est quand elles repartent et qu'elles se font voler leurs affaires par leur cousine. Alors moi je ne me suis pas fait voler mes affaires par mes cousins, mais je me souviendrai toujours, je me souviens de ma grand-mère, quand on était petite, elle me disait mais toi tu as de la chance parce que tu es en France. Alors aujourd'hui on comprend peut-être pas très bien parce que l'Espagne est dans l'Europe, partout on prend un coup de voiture, on va à Barcelone, mais l'Europe c'est en fait pour l'Espagne c'est les années 80 et en fait c'est quand même c'était un périple en fait de retraverser la frontière avec les questions aussi du Pays Basque, des attentats, des choses comme ça, mais du coup pour une 2e ou 3e génération aussi, cette colère c'est aussi presque on vous demanderait d'écrire la suite pour les générations qui vont suivre et les enfants qui vont avoir ces filles-là, parce que on leur fait porter aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'elles sont là et elles ont besoin d'être, vous disiez, quand on est sur le territoire, on a de la chance, on n'a pas besoin de se justifier, si, parce qu'en fait on nous a fait comprendre qu'on avait cette chance-là
Et du coup, quelque part, il faut réussir, il faut être bonne à l'école, vous êtes une fille, il faut être discrète, mais il faut avancer. Et du coup, voilà, moi, je voulais juste vous remercier parce que votre ouvrage est très touchant et en même temps très fort. Voilà. Merci. C'est pas trop une question, j'en ai... Non mais juste, je voulais dire un truc, moi ça me touche beaucoup et c'est vrai que j'ai conscience que ça dépasse, c'est vrai, ça dépasse. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que le personnage principal de la famille, ce soit la maman. Parce qu'il y a aussi l'invisibilisation aussi due au genre en fait, c'est une femme, donc c'est pas la même histoire. Et les femmes, on les voyait pas trop, elles étaient à la maison, souvent c'est des femmes au foyer, c'est des femmes qui n'ont pas été sociabilisées par le travail. Donc c'est une autre dimension. Et c'est les filles qui sont en colère dans le roman. Le fils, finalement, il l'est pas tant que ça, en fait. Donc c'est aussi parce que c'est des femmes qu'elles avaient aussi apporté cette responsabilité de ne pas se faire trop remarquer aussi pour ça. Parce que... Et c'est elles qui ont élevé les enfants. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, de ce que là, si vous êtes ému et tout, et moi, je fais en sorte de ne pas pleurer parce que j'ai remarqué que j'ai pleuré plein de fois dans des rencontres à cause de ça. Donc maintenant, j'essaie de vraiment... En plus, il y a ma fille, j'ai envie que, quand même qu'elle voit pas une maman qui pleure tout le temps. T'as vu, j'ai pas pleuré. Et donc ouais, je pense qu'il y a vraiment cette question de... En plus de toute l'histoire de l'exil et de tout ce que ça peut faire, en fait... Parce que la honte d'être pauvre, la honte de tout ce que ça fait. Mais en plus, si on est une femme, il n'y a rien dans la société qui nous enjoint en fait à prendre sa place, en plus. Donc voilà. Alors, moi j'ai une question enfin, j'aimerais bien que vous m'apportiez un éclaircissement parce qu'il y a quelque chose qui m'a paru... Enfin, moi je l'ai ressenti comme étant très très dur dans le roman. En exergue, enfin, là, vous citez James Baldwin, ouais. Qui est, je précise pour les gens qui éventuellement ne connaîtraient pas, moi je connaissais un peu, mais du coup j'ai été lire un petit peu, et quelqu'un qui a écrit sur, il est né en 24 aux États-Unis, la lutte pour les droits civiques, pour les gens discriminés, y compris les discriminations sexuelles, etc. Donc il a écrit beaucoup là-dessus. Et vous le citez, et c'est très, très, très dur, mais après, vous aussi, vous êtes très dur. Et je voudrais que vous nous en parliez. Voilà, je la retrouve sous la citation. Il faut beaucoup de souplesse spirituelle pour ne pas haïr celui qui vous hait et dont le pied écrase votre nuque. Et ne pas apprendre à vos enfants à le haïr exige une sensibilité et une charité encore plus miraculeuses. Donc c'est extrait de La prochaine fois, le feu. Et à un moment donné, après une réflexion sur la fille aînée qui, par tradition, l'a mariée, parce que ça se fait comme ça, et évidemment, c'est un échec, le mariage, etc. Et donc, voilà, je vais lire un passage, je vais essayer de... Si les aînés des fratries, comme Malika, ont accepté leurs règles désuètes, c'est qu'ils savaient que les parents faisaient de leur mieux. Il fallait bien des règles, après tout, il fallait bien en inventer. Ils devaient s'organiser un peu, même s'ils étaient de passage, même s'ils croyaient encore à un retour miraculeux. Une vie, même temporaire, ça s'ordonne. C'est ainsi qu'ils avaient inventé instinctivement leur loi hybride, à mi-chemin entre le village de leurs souvenirs et leurs idées d'ici. Parce qu'ils vivaient ici, voilà, il était temps de l'admettre. C'est vrai que ça durait plus que prévu. Il faut dire que ce pays est doué pour voler des années aux hommes. Il est doué pour leur confisquer leurs espoirs et enterrer leurs rêves dans des milliers de petits cercueils. On ne s'en rend pas compte, on ne se rend compte de rien. Le temps file, comme ça. Un beau jour, les enfants sont grands et on compte ces points retraite complémentaires pro-BTP. Ce n'est pas si simple de prendre les bonnes décisions sans comprendre tous les codes. Ils avaient peur de tout perdre, de se compromettre. Ils tenaient à rester qui ils sont. Ils n'ont pas voulu y renoncer. Ils ont refusé d'être effacés, encore une fois. Comment ne pas craindre l'effacement? C'est ce que ce pays savait faire de mieux. Il avait déjà tenté de les effacer eux, et maintenant ils s'en prenaient à leurs gosses. Brahim y pensait parfois en utilisant le white spirit, super puissant pour effacer les tâches indésirables. Il se disait que la France les effaçait comme le white spirit efface la peinture. Et si Brahim avait compris l'anglais, il aurait été frappé de savoir que white spirit, ça veut dire esprit blanc. Et
ça C'est rude. Hein. Ah ouais, plus Bah, c'est que normal, rude. c'est normal. Enfin, c'est Ouais, normal parce mais, que. peut-être. Mais moi, vous allez. Alors Philippe, si vous me permettez, Ah bon. c'est moi qui vais poser une question. J'aimerais bien qu'on parle de ça et que vous nous disiez qu'est-ce que vous trouvez. Enfin, qu'est-ce que vous trouvez de rude. Enfin, je crois savoir, mais je trouve que c'est bien que vous précisiez Eh bien, un peu. voilà, moi je suis pas issu de l'immigration. Voilà, je suis né de parents parisiens, mes grands-parents étaient parisiens. Enfin, d'ailleurs, il paraît que ça n'existe pas des gens comme moi. Bon, bref. Et je voudrais pas que ce soit mal interprété ce que je vais dire. J'en ai parlé avec mon épouse, etc. Et tout. Je dis, voilà, je voudrais pas que ça y est, c'est le mec du Front National qui ramène sa fraîche. Parce que surtout ce que je viens de citer, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Personne ne va vous juger parce qu'on est en famille, j'ai non, cru comprendre. ok, mais voilà, je voudrais surtout pas qu'on pense ça. Mais je trouve que là, en citant Baldwin d'une part, qui a vécu, alors les Américains sont pires que les Français, une vraie ségrégation, la lutte pour les droits civiques, etc. Okay. Et derrière, il y a cette réflexion, cette pensée des parents. Je me dis, voilà, j'aimerais. Moi, vous m'avez posé une question, je ne sais pas. Comment je ressens Pourquoi vous trouvez ça dur? Je trouve ça dur parce que c'est peut-être un peu injuste. Parce que la France, c'est le pays des droits de l'homme, une terre d'accueil, malgré tout, avec, alors, il y a tout un tas de Français, mais évidemment, la scène de la préfecture, je suis fonctionnaire. D'accord, je travaille à l'inspection du travail. Okay. Donc je m'occupe toute la journée, enfin on ne fait pas que ça, mais de travail dissimulé. Le travail dissimulé, c'est essentiellement des gens immigrés qui n'ont pas de titre de séjour, pas de titre. Donc je vois bien, je rencontre ces gens, je connais ces problèmes. Je connais les patrons profiteurs, mais les patrons ils profitent toujours, de toute façon ils profitent des immigrés, mais ils profitent aussi des gens en situation régulière. Je me dis, malgré tout, voilà, je trouve que c'est dur et à vous de me justifier cette vision apocalyptique de l'accueil en France. Et d'ailleurs, je vais terminer sur quelque chose, c'est qu'en fin de compte, finalement, les choses se passent bien pour cette famille. Au bout du compte, il y a cette révolte en elle, mais bon, le père, il a fait tout ce qu'il fallait, et on le comprend, il a fait les études, etc. Donc au bout du compte, les choses se passent pas si mal. Par contre, évidemment, il y a des situations d'humiliation, ici... il faut accepter les règles de la France. Moi, j'ai adoré la scène du chien. Mais voilà, mais bon, il n'y a pas besoin d'être musulman et de vouloir se sentir saint, parce que moi, ça me fait chier les chiens des gens, parce que voilà, donc, mais parce que puis d'autres Français adorent les chiens. Quoi. Voilà. Mais en fait, c'est la scène du chien. Ce qui est drôle, c'est que je finis en disant d'ailleurs. Elle pourrait très bien simplement ne pas en avoir envie, en fait. Voilà, oui. C'est aussi absurde que ça, mais en fait, c'est marrant parce que là, on finit en disant que finalement, ils s'en sortent pas si mal. Mais pour moi, c'est exactement ce que dit Baldwin. S'ils s'en sortent pas si mal, c'est pas parce que finalement le système d'accueil en France et l'histoire de la colonisation et ses résultats, elle est correcte. C'est parce qu'en fait, ce qui relève du miracle, pour moi, c'est que les parents n'ont pas transmis de haine, n'ont pas transmis de rancœur. Et honnêtement, pour moi, c'est juste une manière de poser la question. Parce que ce que je raconte, c'est une expérience française. C'est-à-dire une expérience de l'exil, une expérience de gens qui ont subi en fait et vécu la colonisation, la guerre, en fait donc l'injustice pour moi, elle est de ce côté-là d'abord, parce que si on comprend un peu ces trajectoires d'immigration, d'abord c'est pas la même chose des gens qui arrivent de leur propre chef parce qu'ils ont envie de tenter leur chance, et des gens qu'on a fait venir. Moi par exemple la génération de mon père, et c'est pas le seul, il y en avait plein, ils allaient les chercher dans les villages. Mon père il m'a raconté qu'il y a un monsieur qui est venu, il était dans les campagnes, c'était des gens un peu robustes, à 16 ans on lui a tâté un peu les mains comme ça, comme un animal en fait, et il était mineur comme le père dans le bouquin dans la Loire. Donc c'est déjà pas les mêmes expériences, et puis en fait c'est normal parce que si je peux me permettre, c'est nouveau d'avoir en fait un point de vue qui n'alimente pas le discours de justement la France terre d'accueil, la France pays des droits de l'homme. Et peut-être que c'est bon signe et qu'il faut l'entendre pas comme du ressentiment, il faut l'entendre davantage comme en fait on prend aussi nous en charge d'être critique parce que c'est notre pays.
et ce que nos parents ne se seraient jamais permis de faire, on le fait en disant voilà, dans l'histoire de ce pays, en fait, on est tellement français qu'on a la légitimité pour dire ce qui marche et ce qui fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est à cet endroit-là qu'il faut voir ça, pas comme quelque chose où on se bagarre, mais quelque chose au contraire qui est, je trouve, un bon signe. C'est-à-dire, et si ça continue à troubler, c'est parce que c'est pas habituel. C'est parce que je trouve que c'est nouveau. Et je vais vous donner un exemple, mais moi, mon compagnon, sa famille est d'origine marocaine. Et quand ils sont arrivés en France, en fait, c'est par l'intermédiaire d'un médecin qui exerçait au Maroc. Et ce médecin, en fait, il a voulu aider un des frères de la fratrie de mon compagnon, qui est un des frères plus âgés, qui avait un problème, en fait, à la jambe. Et en fait, il ne pouvait pas être soigné au Maroc, c'était des gens qui étaient des gens modestes. Donc il a proposé, en fait, d'organiser les choses pour faire venir le petit qui se fasse soigner ici, etc. Donc ils sont arrivés tous en famille. Et mon beau-père, il m'a raconté, il m'a dit quand on arrivait, c'était magnifique. Déjà, c'était pas à Paris, c'était pas en banlieue, c'était pas à Aubervilliers, dans un F2 humide. Ils avaient organisé tout un truc, c'était un appartement qu'ils avaient meublé pour eux. Et c'était dans un village dans l'Allier. Et mon beau-père, il me raconte encore avec de l'émotion, alors qu'aujourd'hui, il a 87 ans, qu'il y avait la soupe qui était chaude sur la table. Et c'était ce couple de médecins blancs, français, de l'Allier, qui les avait accueillis là. Et en fait, ils ont aidé dans leur démarche. Donc, évidemment, mes beaux-parents, ils n'ont pas la même expérience d'immigration. D'abord, c'est des Marocains, donc il n'y a pas la même histoire, quoi qu'on en pense, que c'est pas pareil avec l'Algérie. Vraiment, je pense que c'est différent. Ils sont arrivés par un biais qui est quand même là, pour le coup, c'est la France qu'on aime. Ça, c'est l'accueil dont on aurait tous rêvé, ou dont nos parents auraient rêvé. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette expérience-là. Donc, bien sûr, on sait que ça existe, mais je veux dire, c'est évident qu'on n'est pas en train de dire tous les Français sont des salauds. C'est vraiment pas ça. Je l'ai pas pris comme ça. Je sais bien. Non, moi, je le dis, je le précise, mais évidemment, je n'ai même pas besoin de le dire, mais je crois que il est temps, en fait, qu'on parle de ça sans qu'il y ait de ressentiment. Parce que pour moi, c'est bon, vraiment, encore une fois, c'est bon signe. On s'approprie cette question en disant, voilà, bah oui, c'est vrai, il y a des fois où les gens sont un peu... se rendent pas compte, peut-être, des vécus qu'il y a derrière. Et c'est pas... En fait, je veux dire, c'est pas de leur faute. C'est-à-dire que même le personnage de Fabienne, qui est ma guichetière de la préfecture de Bobigny, pour qui j'ai beaucoup de tendresse d'ailleurs, hein, vous pouvez le voir dans le roman, et bien, en fait, c'est juste que c'est un discours qui est dissonant. On n'a pas l'habitude d'entendre ce qui se passe de l'autre côté. Nos mères, nos pères, ils n'ont pas parlé. Nous, on commence à peine à parler. C'est déjà un peu problématique quand on dit des choses parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Et en plus, moi, enfin, vraiment, je vous dis, je pense que c'est des récits qu'on peut faire sans hostilité. Et pour terminer, la citation de James Baldwin, on parle de charité miraculeuse. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a bouleversée parce que j'ai pensé qu'à ma mère, avec l'histoire qu'elle a eue, les expériences de discrimination, les expériences de racisme qui étaient brutales pour elle, jamais une fois elle a dit quelque chose de négatif. Elle a jamais... En fait, elle nous a laissé croire qu'en fait, ce pays allait nous chérir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est brutal parfois parce que des fois on tombe de haut et on se rend compte que non, c'est pas comme ça que tu nous avais dit, maman, c'est pas vrai. Mais à la fois, je me dis, mais comment elle a fait pour garder cette bonté? Le truc des voisins et tout. Des fois, les voisins, en fait, ils étaient juste pas sympas. Et ma mère, là je le referai pas aujourd'hui, je vous dis honnêtement, hein, mais je me rappelle d'une voisine qui voulait pas nous dire bonjour. Bon, clairement, elle nous aimait pas. Après, elle nous a dit, quand je vous ai vu arriver, quand vous avez emménagé avec la couscoussière, j'ai dit, oh non, pas encore des Arabes. Donc les choses étaient assez claires. Mais ma mère nous a obligés à lui dire bonjour, même si elle ne nous répondait pas. Et on était des enfants. Donc vous voyez la violence de ce que c'est de dire bonjour et de pas avoir de réponse. Mais en plus, je parle de ça, ça a duré des années. On nous disait, mais maman, on en a marre de lui dire bonjour, elle ne nous répond jamais. Non, vous lui dites bonjour, c'est pas grave, faites-le pour vous, ne le faites pas pour elle. Donc voilà, moi j'ai grandi dans cette mentalité. Donc forcément, voilà, il y a des choses qui se posent aujourd'hui parce que on est français, parce que... Et je pense que voilà, on se sent enfin légitime. Ou en tout cas, on commence à se sentir légitime. Et donc, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est important. Et moi, je me trouve pas dure, au contraire. Je trouve que... Oh, vous voyez, moi je me dis, j'ai pas été assez rude. J'ai été soft. Moi, j'ai pas trouvé le roman dur. Ouais. Parce qu'il y a des tas de choses qui sont très très positives, etc. Mais il y a des choses qui m'ont un peu... C'est normal. Heurté en me disant... Oui, mais c'est un livre de colère aussi. Enfin, c'est un livre qui témoigne d'une colère et qui veut faire advenir une colère. Ouais. Et je pense que ça fait partie, on parlait, moi c'est comme ça que je le reçois, et écrire une histoire familiale douloureuse, c'est
s'affranchir de quelque chose et oser poser les mots de la colère, les réfléchir, les poser. Mais ça me semble normal qu'il y ait une sorte peu de hargne quoi, dans la manière de dire certaines choses. Oui, bien sûr. Et en même temps, il y a beaucoup d'indulgence. Et beaucoup d'indulgence, beaucoup de charité. Je trouve, ouais. Après, si je peux me permettre de rebondir sur la question de Philippe, c'est aussi la beauté de ce genre de roman aussi. C'est de pouvoir faire voyager les gens qui ne sont pas au quotidien dans ce genre de circonstances pour que d'autres personnes puissent comprendre un peu comment ça se passe dans ce genre de cas. Moi, personnellement, je me suis retrouvé dedans parce que j'ai vécu la majorité de ces scènes-là. Et juste pour répondre, moi, j'ai eu un truc il y a 2 jours, une petite anecdote. On travaille sur un projet à la capsulerie, ici à Bagnolet. Et il y a un foyer là. Et donc, je discutais avec un ami qui s'occupe de la maison de quartier qui est juste à côté. Et il m'expliquait qu'il y avait un monsieur dedans, je crois qu'il a 90 ans. Donc, qui est venu probablement comme les parents dans la distribution pour travailler en France, probablement à 16 ans. Et qui a vécu toute sa vie dans le 8 mètres carrés qu'il y a là. Qui probablement n'a pas eu de chance d'avoir de famille. Donc, il est resté seul là. Et là, à 90 ans, il n'a rien dans son pays d'origine, mais il a le désir de pouvoir aller mourir chez lui. C'est le genre d'histoire qu'on vit tous les jours où on n'est pas au courant de ces choses-là. Qui peut-être au début, ce monsieur est venu avec plein d'espoir de venir travailler en France, de venir trouver une vie meilleure. Mais en fait, sa vie meilleure, il a passé dans 8 mètres carrés. Est-ce que c'est vraiment une vie meilleure ? Moi, j'ai pas dit que. Non, il n'y a pas. Non, mais c'est juste pour. Je me permets de te tutoyer, c'est juste pour te faire voir un peu. Après, peut-être que c'est une vie meilleure pour lui aussi. On n'est pas dans lui. C'est des questions de dignité. Exactement. Et donc, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment plus. Tout ce qui est migration, et c'est ça, c'est la beauté de ce roman, c'est de pouvoir être confronté à des choses que peut-être on n'est pas confronté tout le temps. Et apprendre aussi, c'est dire que. Comme la nouvelle génération, on est tous là et on va pas être discret, on va s'exprimer, on va dire des choses comme on pense et ça peut des fois ne pas être forcément bien vu par certaines personnes, mais le fait d'en parler, le fait d'échanger, ça commence à faire, si je fais une parallèle avec les États-Unis, ce qui s'est passé ces dernières années aux États-Unis n'a jamais eu lieu aux États-Unis. Maintenant, on parle de racisme à table entre amis. On discute. Moi, j'ai eu, même avec ma femme, ma compagne, elle est française, elle est blanche, mais ma compagne m'a posé une question ces derniers mois qu'elle ne m'avait jamais posée. Elle m'a demandé, est-ce que tu es victime de racisme dans ta vie de tous les jours ? Parce que je ne suis jamais rentré chez moi en me disant, tiens, on m'a fait ci dans le métro, il y a une femme qui m'a vu, elle a tenu son sac, je ne raconte pas tous ces trucs-là. Sinon, j'aurais des histoires comme ça tous les soirs quand je rentre chez moi. Mais j'ai une autre anecdote pour terminer dessus. On a eu notre fils, qui a 9 mois maintenant. Et donc c'était pendant le confinement. Donc j'avais le droit d'assister ma femme pendant l'accouchement. Donc je dormais, j'avais mon petit matelas à côté d'elle. Donc elle a terminé son repas. Et c'est moi qui débarrassais, qui ramenais le repas à l'endroit où on rangeait le repas. Donc il est peut-être minuit. L'hôpital est fermé. Personne d'autre peut rentrer. Les seuls hommes qui sont là, c'est probablement des pères dont les femmes ont accouché. Donc je décide de prendre le plateau, d'aller ranger le plateau. Et là, au moment où je me retourne, il y a un jeune homme blanc qui me tend le plateau, qui me tend son plateau. Un mec génial, un mec super gentil. Je pense qu'au moment où il m'a tendu le plateau, il s'est rendu compte que j'étais en short, presque en slip avec des chaussettes et... J'avais pas la blouse blanche, on pourrait dire que peut-être il confondait. Mais c'est pour dire à quel niveau. Et ce mec, je suis sûr que il n'est pas raciste, je suis certain qu'il n'est pas raciste. Mais c'est que c'est arrivé tellement à des degrés. Il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle Think Fast and Think Slow. En fait, la manière dont le cerveau réfléchit, on prend vite des données et on déduit. Donc dans sa tête, un grand noir, cuisine, débarrassage. Probablement il travaille là. Du coup, il ne prend même plus le temps de réfléchir, se dire, il est un peu en slip, il a un peu des tongs, il ne peut pas trop travailler comme ça, donc peut-être qu'il est comme moi, il vient d'avoir un enfant. C'est une scène du film Les Trois Frères, des Inconnus.
Ouais, je pense qu'il y a une... j'avais même pas pensé à ça. Il met son ouais. essence, il est en train de mettre de l'essence dans sa voiture. Et ouais, on il y a un lui mec tend... qui lui C'est ça. balance ses clés et tiens, bamboula. Voilà, exactement. Horrible. Mais j'ai eu la même scène. Ouais, J'ai eu... c'est horrible. Même dans Hippocrate, pareil, le médecin est noir et les gens ne s'adressent pas à lui parce que c'est pas un médecin. Exactement. Voilà, il y a une scène Voilà. comme ça. C'est dans c'est avec Omar Sy, je crois que c'est un film de Toledano Nakash, je sais plus Voilà, lequel. c'est pas, non, c'est pas Hippocrate, mais c'est. Je vois bien. Enfin, moi, je l'ai- Ouais, voilà. Mais tout le monde le prend toujours pour un aide-soignant ou pour Mais- un. C'est ça. Mais voilà, c'est les scènes. Moi j'ai vu tous ces films-là, toutes ces scènes, mais le vivre personnellement, tu te prends quand même. Après, je suis quelqu'un qui a beaucoup de dérision, je rigole beaucoup, donc du coup, depuis que ma femme m'avait parlé de ça, j'essaie de garder quelques anecdotes où je lui raconte quand même que, bon, tiens, vu que tu m'avais posé cette question, il y a quand même eu cette scène, elle n'a même pas cru cette scène-là. Parce que tu sais, pardon, je rebondis parce que c'est super intéressant, là tu parles de ton point de vue. C'est important aussi on partage ça sans hostilité, parce que du coup on partage aussi la responsabilité de ces événements-là. Parce que je pense que ce jeune homme blanc, il a même pas dû raconter, je suis certaine même, il n'a pas dû raconter qu'il avait fait Exactement. ça. Ou en tout cas, bon. Mais tu vois, du coup on garde ça et nous on fait le chemin de se dire, bon, je vais pas en parler, ça va alimenter un truc, ou si je le raconte à un blanc, il va se dire que je suis hostile ou que je pense que tous les blancs. Et du coup, on ne dit pas. Mais si on raconte et que du coup, c'est fait dans la paix et qu'on se parle, peut-être que si toi, par exemple, tu vas faire une petite bêtise comme ça sans te rendre compte, sans vouloir faire de mal, ça peut nous arriver. Moi, je pense qu'on n'est pas immunisé contre le racisme parce qu'on est soi-même racisé déjà, donc on fait attention. Et tu dis que tu peux faire cette erreur sans vouloir blesser l'autre. Donc, partager cette responsabilité de manière collective, c'est-à-dire que les questions du racisme, ce soit pas simplement une question que les racisés portent, mais que tout le monde porte ensemble. Je pense que ça changera aussi une forme de dynamique et qu'on sera plus aussi dans des divisions où soit on est activiste, on est antiraciste, soit on n'est pas concerné. Exactement. Tu vois, on peut se parler en fait. Et moi, je pense que c'est intéressant aussi qu'on soulève ces sujets parce que et j'ai vu que Philippe, tu as été délicat de la manière dont tu l'as abordé, donc il n'y a aucun problème. Je trouve qu'au contraire, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de dire, voilà, moi je termine, après j'arrête avec ça et on passe à autre chose. Mais j'ai un ami blanc qui a 40 ans, c'est un copain, Cédric, il est sympa. Et en fait, avec Cédric, souvent, on a eu une discussion, il m'a dit, il avait une petite amie qui était une fille métisse, et il s'est retrouvé dans un dîner avec que des filles. Il y avait 3-4 filles, et il y avait donc, sa petite amie qui est métisse et 3 filles noires. Et en fait, elles discutaient entre elles et il a donné son avis, et bon, elles l'ont jeté en l'air, elles ont dit, non mais là, toi t'es un mec, t'es blanc, je veux dire... Et en fait, il était hyper vexé. Elles l'ont pas dit méchamment, en fait, elles l'ont dit gentiment. Parce que là, tu peux pas savoir de quoi on parle puisque t'es pas concerné. Donc, et voilà, avec le respect. Hein. Et en fait, il me l'a raconté, il m'a dit, je sais pas, je suis vexée et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Et moi, je lui ai dit, en rigolant, je lui ai dit, mais en fait, c'est normal, c'est parce que de ton point de vue, en fait, de ton statut à toi, d'homme blanc, tu sais pas ce que c'est l'exclusion, donc c'est nouveau. C'est un sentiment nouveau. Pour nous, en fait, il est familier. Ou le fait de se poser la question de pourquoi là on m'écoute pas, c'est peut-être parce que je suis une fille, c'est peut-être parce que je suis une arabe, c'est peut-être parce que... Et ben toi, en fait, c'est la première fois que tu le vis. Donc en fait, c'est normal, tu vas voir, tu vas t'habituer, c'est pas très grave, ça fait pas mal. Ça va bien se passer. Tu vois, ça va aller. Mais du coup, et je me suis dit, en fait, c'est vrai que si on en avait pas parlé, il m'a dit, ouais, t'as raison, je crois que c'est ça et tout. Et j'étais contente, je me suis dit, mais en fait, s'il me l'avait pas raconté, s'il avait pas eu l'honnêteté de dire, ça m'a pas plu, il a pas eu peur de... Parce qu'on est dans l'amitié, donc il y a pas de jugement et tout. Et du coup, il me l'a raconté, on a pu en parler. Mais s'il n'avait pas osé le dire, on n'aurait jamais désamorcé cette situation ensemble, en fait. Oui, voilà. De la même manière, le roman graphique de Mana nous fait aussi rentrer dans la tête. Et tu vois, la manière, donc, le mouvement dont tu parlais, la vague, et tout remonte tout le temps, quoi, ce truc. Donc c'est aussi important, moi je trouve, les témoignages, l'écriture, le dessin puissent nous montrer ça, quoi. Pour l'entendre. C'est une forme de conversation en fait. C'est comme là on fait, c'est un échange. C'est super important. Ouais. Alors moi je suis au début du roman. Voilà. Vous levez et puis ouais. Allez, on va le faire. Allez. Ok. Du coup, moi je suis fille d'émigrés. À un moment elle est là, mais moi j'ai pas senti tout ça. Donc je tenais à le dire aussi, on n'a pas vécu la même... histoire de migration, pourtant ils ont vécu la préfecture, plus que nous, mais à aucun moment on l'a... En fait, ils ne nous l'ont jamais dit. Je l'ai découvert avec mon mari ces derniers temps. Voilà, donc c'est assez spécial. Mais moi j'ai une question, est-ce que votre père, s'il est encore là, je ne veux pas faire de bêtises, voilà, vous en avez parlé avec lui de ce roman?
Et il est plus là pour le dire? D'accord, donc c'est la parole de votre maman. Ouais. Parce que c'est les femmes qui portent tout le temps et tout. Et les femmes, parce que je suis d'origine aussi algérienne, donc je suis française, c'est souvent les femmes. Allez, on va interroger les femmes, mais il faut aussi ramener les hommes aussi à parler, et qui sont aussi discrets. Moi, j'ai un papa aussi qui est très discret, mais bon, c'est un fêtard, les années 70 et tout, donc ils sont venus de... Maman, tu me dis si je me plante. Hein. Si je raconte n'importe quoi, tu m'arrêtes. Mais la discrétion, pour moi, nous, mes parents, ils ont toujours travaillé, mais cette discrétion, elle nous a permis à nous, enfin moi je suis née en 80, elle nous a permis à nous de réussir aussi derrière. Je suis fonctionnaire, à Bagnolet en plus, alors voilà, je le dis, et ça m'a permis aussi, à travers mes fonctions, ma vie, de mener des actions sans colère, sans vouloir être à l'opposé de la discrétion non plus. Quand on dit il faut le dire, il faut absolument... Moi, je pense qu'il y a des choses au quotidien qu'on peut faire tous les jours sans s'en rendre compte, qui vont contribuer à changer les mœurs et les idées, sans forcément aller à l'encontre de cette discrétion qui est vraiment la visibilité. Et puis, allez, on y va. C'est un autre regard. En fait, là, Voilà. c'est marrant parce que quand vous dites ça, pour moi, le contraire de la discrétion, c'est pas nécessairement la visibilité. La survisibilité ou le fait de prendre toute la place et tout. Hein. C'est juste refuser de s'écraser. Ou refuser qu'on soit dans l'ombre, qu'on soit pas... en fait, juste vouloir la même chose que les autres. Pour moi, on a une étape où juste vouloir l'égalité, c'est déjà une lutte. L'air de rien, en fait, c'est pas si évident. Parce qu'en théorie, moi je vous dis la vérité, je l'ai toujours dit, je le dirai toute ma vie. Moi j'aime la France. Je trouve qu'on est dans un pays qui nous offre plein de possibilités. En plus, on est en région parisienne, donc en plus, voilà, il y a du mélange. Et je trouve qu'en théorie, c'est le meilleur modèle du monde. Mais en pratique, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles cette égalité, cette fraternité, etc., qui sont sur nos murs, elle ne s'applique pas vraiment comme elle devrait. Donc, et parce qu'on a encore une fois ce sentiment d'appartenance, on le dit aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que moi, mes parents, alors qu'ils sont nés avant l'indépendance de l'Algérie, ils auraient pu par exemple demander la nationalité française, ils ne l'ont jamais fait. Ils n'auraient jamais eu l'idée même de réclamer quelque chose ou de se plaindre parce qu'ils estimaient que ils n'avaient pas le droit de parler, déjà ils étaient là, c'était bien et tout. Et il y a toujours le truc qu'ils nous ont dit aussi. Hein. Ils ont toujours eu le truc de nous dire, si vous étiez né en Algérie, tu crois que tu aurais pu faire ça? Ma mère combien de fois m'a dit, si tu étais en Algérie, tu crois que tu aurais écrit un livre, Zahma, et tu aurais... C'est une discussion entière. Ben oui. C'est pas une chance, non. Je suis née en fait, aux États-Unis, en Iran, en Afrique, c'est pas une chance. Je suis née où je suis née en fait. Je sais pas, moi je le vois pas comme une chance. Parce que on a eu ce débat, hein. Tu sais pas ce que tu peux faire hein, et tout. Non, mais on a eu cette. C'est pas pareil, c'est par rapport aux traditions. Parce que je suis issue quand même d'une famille où tout le monde a été à l'université. Moi-même, j'ai fait des études. Donc, j'ai pas eu ce parcours difficile. D'ailleurs, parfois, je me dis, je rends hommage à ces femmes d'origine maghrébine qui sont là, qui ne parlaient pas la langue. Quelle souffrance elles ont pu vivre. Alors que moi, je suis arrivée déjà avec un bagage. Je m'exprimais, je suis venue avec mon mari. On était du même niveau social, on va dire ça comme ça. Donc, on n'a pas ressenti vraiment ce problème comme vous l'avez décrit, comme je l'entends autour de moi aussi. C'est différent, c'est une autre démarche. Donc, mes filles, je les ai élevées à l'européenne, mais avec aussi un état d'esprit, aussi avec la culture. Donc, elles sont à l'aise avec les deux. Chose que dans laquelle j'étais en Algérie, j'étais à l'aise avec cette langue maternelle et cette langue que j'ai apprise à l'école, que j'ai toujours aimée, dans laquelle j'ai vraiment excellé. Donc j'ai pas transmis à mes filles, j'ai eu des filles, je leur ai transmis plutôt d'aller de l'avant, de s'émanciper, de profiter de cette liberté. Parce que moi j'ai eu un semblant de liberté dans lesquels parce que j'ai pas une famille, j'ai pas vécu dans une famille répressive. C'est pour ça aussi, puisque ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, vous avez parlé de niveau.
vous avez fait des études, et en ça, bien sûr que c'est une chance. Et c'est pour ça que vous n'avez pas élevé vos filles de la même façon que, par exemple, moi, ma mère, qui était l'aînée d'une famille de 10 enfants, enfants de la guerre, l'agriculture, pas d'école. Donc elle arrive ici, en fait, elle est démunie. C'est-à-dire que, j'ai dit le genre tout à l'heure, j'ai choisi de parler d'une femme, et c'est une famille pauvre. Donc ça, bien sûr, c'est pas du tout la même expérience de l'exil, comme je disais tout à l'heure quand je parlais de ma belle famille. C'est pas du tout les mêmes expériences d'exil. Là, c'est la question économique de cette famille, elle fait aussi qu'ils vont élever leurs enfants comme ça. La question d'à quelle époque ils arrivent, dans quelles circonstances ils arrivent, tout ça, ça détermine le trajet des enfants, leur destinée, leur manière de se vivre en tant que citoyen français, etc. Et encore une fois, et pour moi c'est une précision super importante, les 2 parents dans le roman étaient des sujets coloniaux. Et c'est quand même pas, je trouve, parce que par exemple, si les parents étaient arrivés dans les années 70 et qu'ils étaient arrivés en tant qu'Algériens, qu'immigrés algériens, on n'est pas dans la même fatalité. Là, on va les chercher pour être de la main-d'œuvre en tant que sujets coloniaux français. Donc, c'est pas du tout, ça produit pas la même histoire. Et moi, si je peux me permettre, j'entends ce que vous dites, mais dans la discrétion, moi, ce que j'ai ressenti, parce que même Faiza, on n'a pas du tout non plus les mêmes familles, mais aussi on a beaucoup de points communs, c'est ce qu'il y a d'important et la réaction des enfants. C'est aussi par rapport au regard de l'autre. C'est pas tant ce qu'ils sont dans leur éducation, dans leur niveau d'études ou dans leur appartenance à un pays. C'est en fait ce que l'autre vous met dessus comme fantasme, comme arrogance, comme supériorité, qui fait que les enfants sont obligés d'avoir une espèce de réaction, de protection par rapport à ce qu'ils ont vu de leurs parents. Et donc ils se disent, quand eux finalement réussissent, est-ce que ce que j'ai vécu de 0 à 25 ans, c'était normal? Et est-ce qu'on avait raison de les regarder de cette façon-là et de les traiter de cette façon-là, en fait? Et je pense que moi, quand j'ai lu La Discrétion, j'ai lu le regard d'un autre sur un espèce de fantasme de supériorité. Vous voyez, j'ai pas vu simplement des parents qui n'étaient pas lettrés ou lettrés, comme vous pouvez avoir une différence avec la maman de Faiza, par exemple, mais j'ai vu des enfants qui devaient aller chercher le respect, et le respect qu'on n'avait pas donné à leurs parents. Vous voyez ? Et ça, moi, je l'ai senti dans plein de choses, et qui ne sont pas forcément que sociales, et qui étaient vraiment raciales, et ce que raconte monsieur sur son histoire. Alors, on en a fait plein de comédies dans les années 80 avec Isaac de Bancolé, et aujourd'hui, on rigole plus dessus, mais c'est le regard, en fait, qu'on a porté sur lui, et le délire qu'on a mis sur lui, juste parce qu'il a une couleur, et qu'on imagine qu'il ne peut pas être autre chose qu'à la cantine, quoi. À minuit, hein. Ouais, je voulais faire un pont, du coup, avec le roman de Mana. Enfin, on parle de... Moi, je trouve ça passionnant, merci beaucoup. Hein, non, mais c'est vrai que... Non, pas du tout. Non, mais du coup, moi, je travaille vraiment auprès de personnes qui arrivent en ce moment en région parisienne, qui sont à l'hôtel avec le 115. Donc, on parle de première génération, deuxième génération. Moi, je suis auprès de ceux qui arrivent maintenant, là. Donc, voilà. C'est pour moi en effet, alors c'est des romans durs, mais loin peut-être de la dureté de la réalité qui est vécue aujourd'hui. Donc voilà, on en a beaucoup parlé, on n'avait pas le même ressenti, mais parce que de fait, moi après c'est mon travail qui m'influence. Mais du coup, en vous écoutant aussi, moi il y a une partie que j'ai trouvée très puissante. Alors je me permets du coup. C'est page 53 pour après la vidéo, mais en fait, ces pages-là, on parlait du statut, de ceux qui sont installés en France, etc. Mais moi, je travaille aussi beaucoup auprès des réfugiés, et alors c'est peut-être des ressentis similaires, mais c'est encore différent aussi, je dirais, en tant que réfugié. Et je trouvais ça intéressant de revenir sur le dessin de Mana. Donc, ça commence page 53, mais en tant que réfugié, je me sens comme un gosse que sa mère n'a pas hésité à virer de chez lui comme un coup de pied dans le chez lui d'un coup de pied dans le derrière, et qui a été recueilli par des étrangers. Un réfugié est un orphelin qui ne doit pas se montrer trop exigeant avec sa famille d'accueil. Il doit s'estimer heureux d'avoir reçu des papiers, un titre de voyage, s'attendre à circuler tranquillement comme n'importe quel citoyen, ce serait trop demandé. Merci beaucoup, madame.
bon, et après ça continue. Enfin, bon, on peut le lire longtemps, mais bon, tout ce qu'on est en train de raconter, pour moi, c'est absolument d'actualité et je trouve ça. Je m'attendais pas à ce qu'on parle politique et société autant. En même temps, vu les romans, ça me paraît évident maintenant, mais du coup, enfin voilà, je voulais faire aussi un parallèle, voilà, avec le roman. Simplement, moi j'ai une toute petite question technique à revoir les pages à Alana, c'est ce choix du noir et blanc, pour faire ce témoignage, c'est... Il a dit, je ne sais pas la réponse. Non, il dit que je connais la réponse. You say. Yes, white, black and white. I started to draw black and white, and I continued. I always like it, and always. And also, I'm not good with coloring. I do not know the reason of coloring, the sense of coloring. Actually, I'm not very Il dit qu'il a commencé sa carrière en faisant du noir et blanc, et donc du coup il a continué depuis, et il pense qu'il n'a pas le sens de la couleur, qu'il ne comprend pas comment choisir les couleurs. D'ailleurs, c'est pas lui qui a fait la séquence en couleur, c'est Mansouré, sa femme, qui travaille dans le dessin animé et during the time, gradually, I try to make my universe, my, imagination, adjust with this weakness. Donc il a, comme il dit, ajusté son imagination, son univers à cette faiblesse. The thing that I express, I see them in black and white, actually. Donc il dit qu'il voit en noir et blanc en fait, et les choses qu'il ressent et qu'il exprime à travers son dessin, il les voit en noir et blanc. And really, it needs to be colored, in my taste, of course. And if it needs, I get help from someone. Ouais. Si vraiment il y a besoin de couleurs, il fait appel à quelqu'un justement pour faire l'animation. Et si je peux me permettre, en recherchant un petit peu pour faire la présentation, j'ai lu que votre frère est aussi dessinateur, serait un peu votre mentor, et j'ai regardé rapidement un peu ce qu'il dessinait, et il y a vraiment un truc de famille dans vos traits. Pareil, j'ai l'impression qu'il utilise surtout le noir et blanc aussi. Yeah, actually he's good with coloring as well, but he's more skillful and powerful when he draws in black and white as well. On dit qu'il est fort en couleur aussi, son frère, mais qu'effectivement il utilise beaucoup le noir et blanc également. He's more artist than me. Yeah. Il est plus artiste que. But the sources that we got impressed by was the same. Ils ont les mêmes influences. For example, he loves the Francisco Goya drawing, the Caprice series, and the series about the war and everything, which is so dark, and they made in black and white. Donc j'étais un peu très impressionné par les dessins de Goya, des séries sur la guerre notamment. Of course, Goya was a painter as well. He used color as well, but in this special series, he was in black and white. And I love them as well. Donc les deux frères, lui et son frère aimaient cette série de dessins. And some other common sources that impressed us both. And of course he impressed me, he influenced me. Donc Mana dit qu'il a été aussi influencé par son frère, Yeah. qui est le frère qui vit au Canada, que Yeah. I remember Mana devait aller voir incidemment en allant. I remember the time that I was maybe 4, 5 or 6 years old, and he was teenager. Start to draw for some magazines, and I was watching him drawing, and it was very joyful. Et il se rappelle quand son frère a commencé à travailler pour des magazines et que lui était encore très jeune et qu'il avait vu, il avait été très impressionné par ça. Yeah. Et ils ont un projet de livre ensemble.
à 6 mains d'ailleurs, avec une autrice iranienne, Chagaye Moazami. Chez toi, que tu l'as publié toi? Ah oui, sûrement, mais ça, ils sont dessus. Là. Pardon? Une question qui s'adresse à vous deux sur vos débuts. Par exemple, quand vous dites que c'est dangereux de s'exposer, c'est quand vous n'avez pas eu peur, par exemple, pour votre premier article de presse, quand vous l'avez publié, de recevoir des critiques ou même des menaces? The first time you did a cartoon for the press, were you afraid of threats or... When I was in Iran, you mean? Yeah. En Iran, quand il était en Iran. Ouais. Yeah, there is a chance that you get in trouble always as a cartoonist, as a political cartoonist. You know, the way that we are working in Iran is so different. We use metaphors, we use, indirect ways to criticize the system because it's not allowed for us. Donc il dit qu'il y a toujours un risque quand on exerce ce métier en Iran. Mais qu'ils le font de manière assez différente des dessinateurs français. C'est toujours des critiques indirectes à travers des métaphores. Donc c'est jamais explicite en fait. And you know, it's don't do your phone. No, I'm trying to find an example. Ah, okay. Yeah, really. Because recently, Il cherche un exemple sur son téléphone. Yes, exactly. Hopefully I could. Yeah. This is it's funny. You know, it's not only the matter of clergy, because the drawing the clergy, the mullahs in Iran is forbidden. Donc c'est pas seulement le sujet de la représentation des membres du clergé, parce que ça c'est interdit en Iran de dessiner. Especially caricaturizing the. Et surtout de les caricaturer. It's forbidden. You cannot find even a simple caricature of the Iran president, which made inside Iran during this 8 years, because the president right now is a mullah. Donc depuis 8 ans, il est impossible, par exemple, de trouver la moindre caricature du président qui est un mullah, le président en titre. But it's not only the matter of clergy. There, for example, recently, it's a realistic portrait of the former Tehran mayor. Donc ça c'est un portrait traité de façon assez réaliste, photographique de l'ancien maire de Téhéran. And he, what is called, what is called to get the painter to the court for this drawing. It published on the cover of the magazine. Ça a été publié en couverture d'un magazine. And the mayor to justice, he went to justice. Yes. Et donc le maire a attaqué en justice le dessinateur de ce portrait. Yes, alors que c'est un portrait réaliste. It's concerned as a humiliation of. Ouais. And it's not a caricature. Even it's not a caricature. It's a realistic portrait. So it's a dangerous job in Iran, and it's not even the part of self-revealing that I mentioned. It's a everyday danger for a donc artist. Le simple fait de dessiner quelqu'un peut être dangereux en Iran. Donc voilà, pour répondre à ta question. But what I mentioned as a self-revealing danger, when you're talking about you yourself, when you're talking about your family, people always be judging about you. It's not easy to live with in a society like Iran. People are so shame about their privacy. It's so closed. La société iranienne est tellement fermée que c'est vraiment mal vu de parler de sa famille, de ses problèmes personnels, et que c'est très inhabituel. Families, they do not want to be be revealed what's happening inside the houses, what's happening between the family members. It's not really a good thing. Donc il dit que c'est très compliqué. Enfin, les familles acceptent mal qu'on parle à l'extérieur et en public de leurs problèmes familiaux, de ce qui se passe à l'intérieur de la famille. And if you confess something about you yourself, confess a weakness of yourself,
people use it or abuse it. Et si on confesse une faiblesse et qu'on en parle à l'extérieur, les gens risquent d'en abuser et de l'utiliser à votre détriment. Il y avait 2 questions. Je vous propose qu'après ces 2 questions, on poursuive la conversation de manière plus informelle avec une petite séance de dédicace, peut-être un petit verre au café pour ceux qui ont le temps et qui en ont envie. It's me? Okay. Can I do the questioning? Est-ce que je peux faire la question en anglais? Oui, okay. C'est pour Mana. I wanted to ask you what's the thing you have enjoyed the most of doing the bande dessinée, de la série bande dessinée. Because I see that I have a mix now in French and in English, sorry. I wanted to ask you what's the thing you have enjoyed the most about doing this graphic novel, because I've seen, for example, when you draw the yellow, yes, it's like, yes, it's amazing how you put in a paper music and the movements, because it's incredible the way you design, and it's amazing how the characters get into life. Yes. Donc Madame demande à Mana ce qu'il a préféré dessiner en faisant 3 heures, et elle mentionne le passage où il y a des gilets jaunes, où il y a beaucoup de mouvements, et il lui semble que ça, on voit que Mana a beaucoup apprécié faire ce passage. I'm a big fan of the musical movies. Gene Kelly, Fred Astaire, Jacques Demy. Donc il adore les comédies musicales, Fred Astaire, Gene Kelly, en passant par... and watch some musical. Jacques Demy. Yes. I reviewed some musical movies for that part. Ah oui, d'accord. Donc il a revu des comédies musicales pour dessiner cette séquence-là. Yeah. And I enjoyed it, actually. I really enjoyed that part. Ouais, j'ai beaucoup apprécié Hopefully I dessiner ce moment. transfer that enjoy to the reader. Yes, j'espère que ça se propage jusqu'au lecteur, que ça se transmet au lecteur. Yeah. Virginie, vous aviez une question? It's a question for Mana. I will try to speak in English. Try. I read many years ago Marjane Satrapi, Persepolis, and I remember she could not learn to draw bodies because of fanatism. It's forbidden to, yes. Still, the nude bodies, it's forbidden to draw. We cannot, in the universities, in the official, places, it's forbidden. Some underground classes, they use nude models for drawing, but it's illegal in Iran. Yes, and my question was, how did you learn to draw bodies? And Madame pose une question disant qu'elle a lu Persepolis de Marjane Satrapi il y a quelques années, et que Marjane Satrapi avait expliqué qu'elle avait eu... Pour elle, c'était très compliqué de dessiner les corps parce que c'était interdit de représenter les corps et d'apprendre à les dessiner, notamment les nus évidemment, quand elle était en Iran. Ce à quoi Mana a répondu qu'effectivement c'était encore le cas, sauf de façon illégale, des étudiants s'organisaient pour faire des dessins de nus. Et donc la question était, comment est-ce que Mana a appris à dessiner les corps? Le goût du dessin, est-ce que ça lui vient de sa famille? Il a taste of drawing. I've never been a good classic drawer. Yes, I can say it like that. Good Donc il dit qu'il a jamais été un illustrateur classique, enfin un bon illustrateur. Because I started to draw from the comic books and caricatures and the distorted sources, not
from the real bodies. Donc en fait, lui, il s'inspirait des bandes dessinées américaines ou des bandes dessinées européennes qu'il pouvait lire, où il y avait des représentations des personnages qui n'étaient pas réalistes en fait, qui étaient déjà tordus, enfin, Yes, un côté un peu caricatural. Yeah, exactly. I really love to draw. I remember I really love to draw Superman bodies with muscles and everything. Il adorait dessiner Superman avec tous ses muscles. Yes, or the other superheroes like Hulk, Incredible Hulk, ou Hulk. Yeah, and the others. So and of course Tarzan. Et Tarzan, évidemment. Yeah, évidemment. Bern Hogarth, Tarzan. Bern Hogarth, qui est un des grands illustrateurs américains des années 20 ou 30 qui dessinait Tarzan à l'époque. Yeah. So I mais qui pour le coup, Tarzan was realistic. I mean, yes, of course. More realistic. Cette époque-là du dessin américain était assez réaliste. Bern Hogarth has a educated book as well, and I had that. I had the Persian copy of that. Donc il y avait une version en farsi, iranienne des dessins de ce dessinateur. I learned a lot from them. Donc il a appris d'après eux. Donc il a plutôt appris d'après des dessinateurs qu'en dessinant des gens en vrai, ce qui est intéressant. My brother Tuka, he attends a lot of live drawing from bodies, from real people, from nude people. In Iran? Yes, because he's 30 years older than me and he started before Revolution. Ah oui, donc son frère aîné, Tuka, dont il parle, qui est dessinateur, avait 30 ans de plus que lui en fait. Donc il y a un grand écart d'âge. Donc lui, il a commencé sa carrière de dessinateur avant l'arrivée des Mollahs, enfin avant 79. Et du coup, il avait pu apprendre à dessiner en suivant en faisant du dessin de nu. C'était autorisé à l'époque. Even after Sous le Shadiro. I remember that he was going to some class. Actually, he was teacher in that time, teaching the drawing to some persons in Iran in the underground classes with models. Ah oui, donc en fait, et après la révolution islamique, il est devenu professeur et notamment il enseignait le dessin de nu, mais c'était des cours illégaux en fait, des cours cachés underground comme il dit. And I know that in that time I wasn't born yet. We had in the house we had a worker. It was a lady working for us, doing the dishes and everything. That time, washing the dishes or taking care of the children. My brother was so young in that time. Yes. And he took my brother, who was 6 or 7 or 5, I don't know, to the bath, given bath, and my brother draw her hair in the nude forms, draw the lady. But how old was your brother? 6, 7. Ah ok, là c'est bon. Donc oui, il se rappelle pas parce qu'il n'était pas encore né, mais son frère quand il avait 5-6 ans avait été se baigner avec la personne qui s'occupait une femme de ménage à l'époque dans sa famille, et il l'avait dessiné alors qu'elle était nue. I can say Tuka loves drawing the human figures, especially in the son frère aime beaucoup dessiner les corps. Merci. Ça pourrait continuer longtemps. Ouais, ça pourrait continuer très longtemps, il y a des enfants qui meurent de faim apparemment. Ouais, on va libérer les enfants. Merci beaucoup. Merci.